Bonsoir, avec le hantavirus, le système semble vouloir nous refaire le coup du Covid. Peur massive, chiffres gonflés et urgence sanitaire permanente. Les médias et les organisations internationales commencent déjà à amplifier les cas exactement comme en 2019-2020. On prépare peut-être déjà de nouveaux confinements, des injections obligatoires et un contrôle accru de la population sous prétexte de protection collective. Quelles sont les méthodes du système afin de nous faire avaler le narratif sanitaire ? Pourquoi refaire le coup d'une nouvelle pandémie ? Les Français vont-ils à nouveau se faire avoir ? À ces questions répondront Carlo Brusa, Au Bon Tweet, Charbel et Stéphanie Reynaud. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. La guerre mondiale a commencé. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler du hantavirus qui arrive. Comme évidemment, Apolline de Malherbe n'en parlera pas. C'est peut-être des nouvelles vacances pour elle. Pas pour nous. Nous, on va encore le dénoncer comme toujours. Mais avant ça, d'abord, je vais présenter nos amis au plateau. Voilà, Au Bon Tweet, Carlo Brusa, Stéphanie Reynaud, Charbel. Mais avant qu'on puisse commencer cette discussion tous ensemble, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Ils sont dont un spécial article de Pierre Hillard en exclu pour ce mois de Iran. Spécial Iran. Vraiment, vous aurez tout ce que les grands médias ne disent pas. En cadeau, vous recevrez bien entendu la carte Gold, cette carte Gold qui fera de vous les membres de la famille de Géopolitique Profonde, formation, invitation, réduction et information. Tout cela pour vous en tant que membre de la famille. Le dernier livre de Claude Meunier-Berthelot, L'école de la République totalitaire. Pareil, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Excellentissime livre qui dit tout sur l'école. Donc, cher Au Bon Tweet, on nous refait le coup, hein. Encore, c'est Corona 2, en fait. Alors, en fait, moi, je suis très, très embêté ce soir, parce que d'habitude, tu sais, quand on fait les émissions chez toi... Tu travailles et pas aujourd'hui ? Alors déjà, d'habitude, je bosse un peu. Là, je regarde si on peut voir la caméra. J'ai rien. Non, d'habitude, on n'est pas toujours d'accord sur le plateau. On se met les dernières émissions là sur l'Iran, on se mettait un peu sur la gueule et tout. Il y avait un peu. Et là, j'ai peur qu'on soit dans une espèce de consensus sur le sujet, à l'inverse du consensus médical. Mais justement. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien prendre le rôle du. Non, il n'y a pas besoin. Si tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin d'avoir des accords. Mais quand tu as entendu parler de ce hantavirus, qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors, j'ai ri déjà, j'ai commencé à rire. Et puis, je me suis intéressé au truc. Et puis, j'ai revu les mêmes erreurs de communication qu'à l'époque du virus. Donc, tu vois des mecs habillés en cosmonautes, etc. Donc, pour bien nous faire peur, c'est un peu comme à l'époque quand les Chinois filmaient leurs vidéos bidons. Et juste à côté, t'as des gens qui ont rien, tu vois, quand ils sont intervenus sur le bateau. Donc, t'avais les mecs en cosmonaute. Et puis derrière, t'avais des flics qui étaient à la cool, en t-shirt, pas de masque, pas de gants, pas de machin. Voilà, donc ça pue la mise en scène. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours pas compris comment faire une communication globale. Donc moi qui viens de la pub, je veux bien leur donner 2-3 petits conseils parce que leur truc là, il est pas cohérent. Voilà. Merci à toi, cher Vincent. Carlo, toi qui as créé Réaction 19, qui a été en pointe dans la lutte contre ces fameuses mesures sanitaires, tu te dis là, c'est le retour du Covid-2, si je puis dire ? Alors, nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des pharmaciens, nous ne sommes pas des scientifiques. Nous ne devons pas faire comme l'a dit Claude Malhuret, celui qui s'érige en quelques jours chercheur en ARN messager,
mais qui ne sait pas la place de sa vésicule biliaire à l'intérieur de son corps. Donc évitons de tomber dans cette panade qui peut être extrêmement dangereuse. Le problème de l'antivirus est un problème sérieux. Vous le prenez du mauvais bout de la ficelle. C'est un problème sérieux qui nous amène à réfléchir de manière vraiment approfondie. Je sens la connerie arriver, je te jure. Je Je vous prie sentais la d'accepter. connerie. Je voulais pour une fois vraiment Non, être de dans la Paris, doxa au service. Je te jure. Non, mais pas- Putain, On a qu'est-ce failli qu'il J'ai nous cherché à prépare, moi. Carlo. Je voulais qu'on, quand on plaide quelque chose qu'on ne croit pas et que tout mais tente. là- Mais là, je peux pas. Tu peux la Là, refaire. Action. Non, mais alors, Non, en tout cas, on aura. bravo, parce que Bon, talent écoutez, je d'acteur, vous remercie beaucoup. 20 sur 20. Non, Bravo, moi, je voulais bravo. vous donner une nouvelle qui est très importante. C'est que le virus et les bactéries qui provoquent la maladie la plus importante qui touche depuis des années la France, et notamment lorsque nous étions en train de regarder le Covid, je le rappelle à tout le monde, c'est la diarrhée aiguë. La diarrhée aiguë, dernier bulletin Sentinelle, et c'est très sérieux ça. En effet, parfois quand vous marchez dans la rue ou vous prenez le métro, vous sentez ces odeurs, et vous êtes conscient que la diarrhée, c'est la maladie principale. En effet, 42 cas sur 100 000 habitants, c'est encore aujourd'hui le chiffre très important qui dépasse, par exemple, les cas de Covid qui sont encore répertoriés aujourd'hui, les cas d'IRA en général, c'est-à-dire l'infection respiratoire aiguë, on est 50 cas, donc il y a 10 cas de plus, mais tous les IRA, et que toutes les infections aiguës sont supérieures. La varicelle, nous avons 12 cas pour 100 000 habitants, et aujourd'hui, l'antivirus pour le réseau Sentinelle n'est pas encore répertorié. Donc, à l'état actuel des choses, pour le réseau Sentinelle, qui est le premier réseau de base pour la détermination de l'existence d'une épidémie ou d'une pandémie, parce que il faut être précis sur le mot. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de épidémie ou de pandémie. Peut-être de pandémie. De pandémie, c'est sûr. Le point demi. Je rappellerai simplement que l'épidémie, il s'agit d'un nombre de cas importants à l'intérieur d'un même pays, de la même population, et qu'une pandémie, c'est quand il y a une pluralité de cas qui touchent avec une évolution exponentielle. C'est la queue de voûte pour déterminer la pandémie. Il faut qu'il y ait plusieurs pays, plusieurs États qui sont touchés, ou plusieurs parties de population du monde. Alors, si je peux me permettre de te couper, mon cher Carlo, je crois que l'OMS avait quand même un peu modifié sa définition de la pandémie pour que ça rentre dans les cases au moment du Covid. En réalité, Donc, aujourd'hui... peut-être qu'ils ont encore baissé leurs standards, je ne sais pas. Il n'y a pas... En réalité, le standard numérique n'existe pas. Ce n'est pas un critère qui est admissible. Aujourd'hui, ce que nous avons un système qui a été remis en état à l'OMS par le nouveau règlement sanitaire international, qui a été retouché en 2025, avec une modification substantielle de la position de chaque État par rapport à ce qui est la soumission des États au choix entrepris. C'est-à-dire l'OMS, quand il va dicter une situation, et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que l'antivirus est exploité actuellement, pas trop par les autorités françaises, même si on va en discuter, il est exploité surtout par l'OMS. D'ailleurs, c'est le directeur lui-même qui s'est déplacé, qui est allé à l'accueil, donc pour bien montrer, c'est un travail de communication publique. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'appellerai tout le monde qu'il y a une augmentation de 20% du budget. Entre 2026 et 2027, 20% du budget de l'OMS est augmenté avec une augmentation des donations privées, et notamment de l'apport de Bill Gates. Absolument, et ça c'est un point très important, parce que tout le monde pense à l'OMS comme une organisation internationale rattachée à l'ONU. C'est faux. C'est une organisation semi-privée et paranationale. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour cette raison que les dénonciations ont été faites jadis sur toutes les interactions entre les différents organismes qui sont corollaires à l'OMS, et notamment Gavi, qui avait été dénoncé par Chloé Framery d'une manière très forte, dans lequel on voyait très bien qu'il y avait une dialectique portant nécessairement à la vaccination. Et là, il y a un point, je terminerai, je donne la parole. C'est une émission très importante qui doit permettre aux gens de s'éclairer, et pas simplement avec la présence ici de notre plus grand complotiste, auquel nous avons fait les honneurs tout à l'heure lors de notre arrivée. Mais je rappellerai un point très important. En l'état actuel des choses, nous sommes dans la même situation du Covid, du SARS-CoV-2. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et je vous rappelle que lorsque le SARS-CoV-2... Non, mais je le dis cela parce que c'est très important. Parce que
là, actuellement, je rappellerai que l'antivirus a été découvert, et ça vient du Cambodge, de la guerre de Corée, en 1950-53. Plusieurs milliers de soldats avaient subi une fièvre hémorragique, et c'est là pourquoi on parle de Hanta. Hanta, c'est le nom de la rivière, sur laquelle, effectivement, ils avaient été touchés, ces soldats. Et ça, c'est un point très important. À l'état actuel des choses, il y a seulement un vaccin dont l'efficacité, je parle de questions scientifiques, sans porter de jugement, les effets sont entre 20 et 30%. C'est pour ça qu'il n'est pas considéré comme un vaccin, mais c'est une tentative qui a été faite au niveau de la Corée pour mettre en place un vaccin. Et Moderna a travaillé sur un vaccin en 2023 ? Ils ont commencé, mais en réalité, ça reste toujours, parce qu'aujourd'hui, quel est le point fondamental? C'est que le système, c'est le Global Health, c'est-à-dire qu'on travaille, les parties de l'OMS vétérinaire animal et l'OMS des personnes travaillent ensemble pour tenter de faire une approche unitaire. Donc c'est pour cette raison que les dernières années, il y a un travail énorme qui est fait par toutes les industries pharmaceutiques de travailler sur les problèmes de zoonose, de transmission par des animaux, et c'est plus le cas. Puis on reviendra parce que la chose on est très proche de ce qui s'est passé avec le Covid, et nous verrons bien que c'est une histoire. Est-ce que c'est du déjà vu? Est-ce que c'est bis repetita? Merci à toi, cher Carlo. Bah oui, est-ce que c'est du déjà vu? Enfin, moi, j'ai l'impression que, sur ce que j'ai regardé ce week-end, qu'on remet en place, chère Stéphanie, la même communication qu'en mars 2020. Déjà 6 ans. Absolument. Déjà 6 ans. Hein. 6 ans, et ça revient, et on prend les mêmes, et on recommence. Alors moi... Ah, je suis ton allée masque. Et il est vraiment d'époque. Vraiment C'est ça que tu d'époque. portais avant? J'ai porté, alors pas au début, mais quand j'en ai eu marre et que j'ai compris la supercherie, j'ai créé ça, et je rentrais dans le métro ou dans les transports en commun avec ça. Et donc, il y a longtemps que je n'avais pas respiré avec ça, mais je trouve ça, en fait, c'est d'une maltraitance totale. C'est de l'ingénierie sociale. On se retrouve avec la même, Je peux l'enlever. Hein. la même novlangue. Je peux l'enlever? Bah oui, mais c'est pas. Tu n'es pas contagieux? Non, je suis pas. Moi, j'ai peur. Il n'y a pas de cas contact. Hein. Il n'y a pas de contact. Alors, on se retrouve avec les mêmes termes de la novlangue, le cluster, donc le foyer de contamination, les cas contacts, la quarantaine, l'isolement, bientôt le confinement, les vaccins qui sont en préparation, mais qui ne sont pas complètement prêts. Voilà. Alors, c'est pas très innovant. Ils ont ressorti les mêmes du placard, les mêmes médecins de plateau, hein, des faux médecins. Pardon, mais voilà. Et il y a juste, j'ai entendu quelque chose de nouveau dans la bouche de Karine Lacon. Je me suis dit, tiens, elle a essayé d'innover. Sur RMC, elle parlait de chambres à pression négative. Qu'est-ce que c'est? Je trouve que c'est beau. Eh bien, ce sont des pièces comme ça, totalement désinfectées. Ça ressemble à des bulles d'asepsie. Voilà, pour les passagers malades. Et ces chambres sont trouvables dans des établissements sanitaires de référence, oui, pour prendre en charge des personnes malades qui viennent notamment de pays étrangers. Voilà, et qu'il faut absolument isoler des personnes potentiellement contaminantes avec des germes résistants. Voilà, et tout ce langage revient de manière puissante. Je ne sais pas si ça va fonctionner sur les populations. C'est un ballon sonde, à mon avis, et c'est un test formidable. Formidable pour apprendre des choses sur nos congénères. Bah justement, en dernière partie d'émission, je vais vous montrer un reportage que j'ai tourné il y a à peu près 1 an, où je pose la question aux gens, qu'est-ce que vous feriez si une nouvelle pandémie arrive? Et vous allez voir, c'est quand même édifiant. Voilà. Je vous le dis, c'est la surprise pour tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, toi, cher Charbel? Tu vas porter des masques comme ça, là? Tu vas te mettre des FFP2? Tu vas mettre des gants? J'ai déjà pris des 135 € d'amende pour éviter toutes ces conneries, et je recommencerai sans problème. Non, moi, en fait, si tu veux, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit, on va pas réagir tout de suite, on va attendre, observer. Alors, il n'a pas fallu longtemps d'observation, si tu veux, un grand moment d'observation pour s'apercevoir que c'est effectivement, comme tu dis, c'est du copier-coller par rapport à ce qui se passait avant. Sauf que là, le démontage du narratif est arrivé très tôt. Tout à l'heure, quand je venais sur Paris, je me suis arrêté dans un café et j'ai vu une vidéo donc, du professeur Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'université de Grenoble. Et on lui demandait à ce monsieur ce qu'il pensait, est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières, etc., ou en plus, ou quelque chose comme ça. Donc, j'essaie d'illustrer un petit peu ce qu'il racontait. Et il a dit, ah bah non, pas du tout. Il dit, parce que nous, les scientifiques, on connaît ce virus depuis l'Argentine, etc. Et puis même le professeur Perron en avait parlé, ce qui était connu en termes d'épidémiologie, je vais y arriver, depuis 1995, etc. Et donc, il a dit non. Il a dit, moi, en tant que scientifique, je ne devrais pas vous dire ça comme ça, mais je vous dirais que c'est la routine. Il a dit ça, le mec.
Alors moi, j'ai pensé que ce mec-là ne sera plus jamais invité. Au mieux, au pire, il sera ostracisé. Bon, je pense qu'il a une grande carrière derrière lui. Et puis, un autre truc aussi, c'est que ce qui était impressionnant, c'est de voir le bandeau de BFM TV juste pendant que le professeur était en train de dézinguer le narratif. Qu'est-ce qu'il disait, ce bandeau? En gros, il se demandait si c'était pareil qu'Ebola. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Ebola, allez vous renseigner. Ebola, effectivement, c'est quelque chose de mortel, de foudroyant, de tout ce que vous voulez. Donc, c'est là que j'ai vu que ça y est, ça recommence. Et puis, les plus grands, les plus beaux, les plus forts, là, ils vont un peu détrôner, c'est Marshall et Truchot. Pourquoi? Je sais pas si tu as vu la séquence sur Non. BFM. Ouais, Quand Les il mecs, met le ils arrivent, l'autre, il est avec son Ils ont mis le masque. il est avec sa muselière, et l'autre, il est avec son gel hydroalcoolique, et puis il commence à jouer un espèce de sketch de 30 secondes, et on va vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, je t'ai dit, moi, j'avais décidé C'est-à-dire quoi, ça veut dire d'observer que- pendant à peu près une semaine, et il m'a pas fallu 24 heures pour comprendre que Est-ce c'était que une ça vaste veut blague. dire que le système prépare justement une nouvelle Non, séquence mais un autre truc, c'est la stratégie de la peur qui est en train d'être mise en place. C'est-à-dire qu'ils ont vu, et ça n'engage que moi, ce que je dis là, monsieur Maluret, soyez indulgent, oui, parce que lui, on va le voir arriver, lui, il va nous sortir des poèmes à la tribune du Sénat. Il est éloquent quand même. Oui. Il écrit bien. Ils ont vu que les gens, ils ont fini par comprendre que le coco tuait 0,01% des gens infectés, quelque chose comme ça. Et là, ils t'ont sorti un truc qui était quand même assez terrible pour essayer de faire flipper les récalcitrants un petit peu comme nous. C'est 30 à 40% plus mortel que le Covid. Ah, 30 à 40%. Ouh là là. Ah ouais. Ouais, bah, Ah non, mais là, mais enfin, celui qui a sorti ça, je peux te dire que c'est une flèche, le mec. Et puis, il fallait regarder le patron de l'OMS quand il a expliqué pourquoi le vieux qui était entouré de cosmonautes, là, il est monté tu sais, ils l'ont foutu dans le bus avec sa muselière, là. Et le mec, après, il se fait prendre en photo, il enlève le masque, et t'as l'autre, là, qui explique, oui, mais parce que c'est une personne âgée, et des fois, ils confondent, machin. En plus, il l'a pris par un sénile, tu vois. Mais- Donc, non, mais quand tu mets tout ça moi j'ai bout à l'impression. bout, Pourquoi j'ai voulu qu'on parle c'est de bizarre. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ce sujet? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un comeback, que justement ils veulent refaire quelque chose à ce niveau. Ils se disent, oh, peut-être la guerre ça marche pas assez, on ne contrôle pas assez les gens, l'euro numérique peut-être n'est pas encore prêt, et donc du coup il faut qu'on trouve quelque chose. Plus de guerre, là, déjà. Oui, il y a quasiment plus de guerre. Donc il faut qu'on trouve quelque chose pour contrôler encore mieux les gens. Toi qui es complotiste comme moi, qu'est-ce que t'en penses? Alors justement, moi j'ai une vision assez complotiste du truc. Donc moi je vois Vas-y, ta déjà vision. une espèce effectivement de ressucé de ce qu'on a vécu. Mais j'ai l'impression qu'ils le font un peu en catastrophe et ils font des petites communications maladroites. Là tout à l'heure, je regardais sur Twitter. Et j'ai vu passer une allocution d'une nana de l'OMS, je sais plus qui c'est, une américaine ou je ne sais quoi, qui disait, bon, on sait pas trop, nana, mais une chose est certaine, l'ivermectine ne marche pas. Ah oui. Voilà, donc on prépare le terrain, c'est pour pas qu'il y ait des Raoult et des mecs qui viennent dire, attendez, si, il y a des traitements qui marchent, etc. Moi, en tout cas, j'ai eu l'extrême honneur de me faire bâcher par Jérôme Marty. Donc Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais que j'ai interviewé Jérôme Marty à une manif. bah, je sais, j'ai vu. Et il a manif des un peu médecins. fuyé, tu vois, il a pu fuir, tu vois, il a fait genre, Eh ben, non mais bon. Moi, j'avais fait un tweet en m'adressant à Moderna en leur disant, coucou Moderna, c'est vrai que vous avez commencé à travailler sur un vaccin contre le hantavirus 2 ans avant qu'il ne se déclare. Ça vous est venu comment cette idée de bosser sur une maladie qui n'était pas encore sortie? C'est ce qui s'appelle avoir du pif. Bon, enfin un truc très très au bon tweet quoi. Et lui me répond, enfin il me cite en disant, parce qu'il m'a bloqué, hein, Ouais. bien sûr, non mais franchement ils sont totalement hard, non, ils s'étonnent que des laboratoires travaillent sur la recherche de vaccins et des virus pouvant être létaux pour l'homme. Plus ridicule encore, ils n'ont vraisemblablement aucune culture scientifique. Pour eux, ce dont ils n'ont jamais entendu parler n'existait pas. Alors c'est fascinant, ça étalonne bien leur avis sur la Covid. Bon voilà, et du coup le Jérôme, merci encore. Je réitère mon invitation à dîner mercredi soir avec plein de copains. Donc si tu veux, tu es le bienvenu. Voilà. Un dîner de con, hein. Voilà. C'est Jacques Villeray, quoi, de ton dîner. Non. Tiens, on va montrer un tweet et je vais le faire commenter par notre ami Carlo. Regarde ce tweet. Flash, le gouvernement prend dès ce soir un décret pour mettre en place des mesures d'isolement à l'égard des cas contacts de l'hantavirus, annonce Sébastien Lecornu. Alors,
Je vais être... Mais qu'est-ce que tu en penses, ça, justement, cette mesure, juridiquement? Il faut travailler sur les actes, parce que Vas-y. sinon on fait du journalisme à la parisien Vas-y. en disant, voilà le décret qui atteste que nous sommes dans une situation grave parce qu'on prend un décret. Alors, je vous assure tout de suite, il faut travailler les actes. C'est ce qui a été la caractéristique de mon cheminement quand j'ai fondé Rex 119, c'est de travailler les actes et de trouver dans les actes des réponses. Et les réponses, nous les avons. Alors, je peux vous dire autre chose, que l'arrêté a été rédigé d'une certaine manière. Il y a un arrêté, le premier qui a été fait, c'est l'arrêté du 9 mai 2026. Et ensuite, vous avez le décret du 10 mai. C'est drôle parce que vous avez un arrêté. Or, l'arrêté, écoutez bien, c'est vraiment une petite technique. Vu le Code de la santé publique, notamment ces articles L3131 petit trait 1, L3131 12, etc. Or, 3131 petit trait 1 a été créé et forgé par la fameuse loi du 23 mars 2020 qui a introduit dans le Code de la santé publique l'état d'urgence sanitaire qui n'existait pas. Et l'article 3131 dit, en cas, le fait de ne pas respecter, 3131, il dit, en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la Santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, toute mesure. Et là, c'est le texte de base qui sert à confiner, bloquer, etc. Je ne vais pas lire tous les alinéas. Alors, tu peux le montrer quand même? Je vais le montrer. Voilà, montre-le. 31. Voilà, tout est là. Voilà, le Il texte. faut le lire, mais c'est très important. Parce Où est-ce qu'on peut trouver ce texte? Il suffit d'aller sur Légifrance. D'accord. Mais la chose importante est la suivante, c'est que l'arrêté, dans la hiérarchie des normes, il y a une pyramide. Okay, il y a la Constitution, les traités, ensuite les lois organiques, ensuite les lois, ensuite vous avez des décrets pris en Conseil d'État, des décrets pris en Conseil des ministres, des décrets simples, ensuite vous avez des arrêtés des ministres. Et l'arrêté vise, ça c'est un point très important, vise l'état d'urgence sanitaire de l'article L3131 petit trait 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le ministre de la Santé a pris cet arrêté, il a considéré que nous étions en présence d'une épidémie grave. Ça, personne, pour ça que des missions comme les vôtres sont très importantes. Et maintenant, je vous donne la cerise sur le gâteau. Le décret, pris le lendemain, le 10, qui abroge l'arrêté, ne vise absolument pas l'article L3131 petit trait 1. Ça veut dire qu'il n'existe aucune épidémie. Et en réalité, ce décret est totalement illégal parce que déconnecté, il ne peut pas décider de bloquer les personnes pendant 40 jours ou de isoler si tu ne vises pas les textes qui sont supérieurs sur lesquels tu peux t'accrocher. Et là, vous n'avez aucun visa. Il y a simplement vu le Code de la santé publique. En réalité, tu prends le pavé du Code de la santé publique et c'est à la base de ça. C'est faux. Et en plus, je vous dis une chose qui est très importante. À un moment donné, dans le décret qu'il faut que je lus dès qu'il est sorti pour venir aussi à ton émission, mais aussi pour mon intérêt personnel et j'en ferai une note, il dit le non-respect des mesures prévues aux articles 1 et 3 est passible des sanctions mentionnées à l'article L3136 du Code de la santé publique. Alors là, tu restes sur le cul. Pourquoi? Les mesures de l'article 1 et de l'article 3 ne sont pas celles qui sont visées pour les sanctions de l'article 3136. Ça veut dire 6 mois d'emprisonnement, etc. Je rappelle tout simplement que le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante prévues aux articles L3131.8 et 3131.9 est puni de 6 mois d'emprisonnement. Or, ces deux textes n'y sont absolument pas visés dans le décret. Et ensuite, les textes successifs, la violation des mesures de mise, et ça c'est le point fondamental, en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sous le fondement de l'article L3131.1, qui n'est pas visé dans le texte, c'est ça qui est extraordinaire. On peut montrer là les textes déjà. N'est pas sanctionné. Donc ça veut dire quoi? Vous avez un décret dépourvu de fondement légal. Un décret qui ne peut entreprendre aucune sanction parce que il y a, pour sanctionner en matière pénale, il y a ce qu'on appelle un principe de légalité. Le principe de légalité, c'est dans les textes, rien que les textes. Ça veut dire que tu me fais une amende parce que je suis qu'à contact, je suis sorti, je te le conteste en 3 secondes chrono parce que il n'y a pas le principe de légalité qui permet de tenir la route. Il ne suffit pas de dire, si tu sors de confinement, quel est le texte qui l'impose, quel est le texte qui te donne le pouvoir. Et tout ça, encore une fois,
est fait à la mormoneux, à la va-vite, et je pense, et je vais vous dire une chose, ils ont fait le décret pour anéantir l'arrêté qui, pour les techniciens comme nous, juristes, crée la panique à bord. Parce qu'en visant l'article 31 petit 1, l'arrêté visait l'état d'urgence sanitaire, la question de l'épidémie. Alors qu'il n'y a pas d'épidémie. Nous sommes en présence d'un cas, parce que si on prend l'épidémie, il faudrait, pour le cas de diarrhée, mettre en confinement les gens qui ont la diarrhée. C'est de l'amateurisme ou c'est quoi alors Vraiment, c'est important, je suis vraiment très heureux parce que de pouvoir répondre à ta question. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est que en réalité, la parole publique, entendue politique, etc., devance le droit, et du fait qu'il y a quand même quelques juristes, ils ont paniqué à bord en disant « Oh putain, avec l'arrêté, on a foutu merde !» Donc ils ont fait un décret pour anéantir le décret, et pas un arrêté contre un arrêté parce que c'est la culbute, alors que là, dans la hiérarchie des normes, un décret peut annuler un arrêté, et ce qui était fait là, pour établir une sorte de vérité juridique, mais qui sert simplement à utiliser la loi au sens large du terme, là ça s'appelle un règlement, pour faire voir que l'État s'occupe. Et en réalité, mon opinion complotiste est la suivante. C'est qu'avec le Covid, ils ont perdu la confiance des gens, parce que le Covid et la vaccination a été une catastrophe, mis à part les médecins comme Marty et les autres qui tentent de s'accrocher aux vitres. Aujourd'hui, on a les effets secondaires, on sait que le vaccin a tué, on sait que le Covid a été d'une mortalité létale infinitésimale, etc. Et là, ils veulent faire voir qui prennent à bras-le-corps les choses pour dire, voyez, il n'y aura pas d'épidémie. Mais ça sera à dire, voyez, comme nous avons été efficaces. Pourquoi ? Parce que vous n'avez peut-être pas lu, mais je vous conseille, un des critères qui a fait que toutes les discussions et toutes les réunions qui ont été faites au niveau des ministères et le ministère de la Santé avec les organisations, c'est le manque de confiance. Et le fait que le peuple n'a plus confiance, d'ailleurs c'est l'échec de la vaccination, c'est le manque de confiance. Donc automatiquement, il faut que l'État rétablisse la confiance et l'opération antivirus, qui est une opération magnifique. Pourquoi ? Parce qu'antivirus, il n'a absolument pas l'état à 30-40%. Pourquoi ? Il y a différents ANTA. Et l'ANTA le plus dangereux sont effectivement, comme par hasard, en Argentine. Or, l'Argentine, il faut la merder un tout petit peu parce que l'Argentine, elle suit les États-Unis, qui sont sortis, je vous le rappelle, de l'OMS. Et du fait que l'Argentine de Milei veut sortir aussi, automatiquement, ils sont quoi ? On va t'emmerder. Et je vous rappelle aussi que l'Argentine était le pays qui avait rendu le premier rapport, qui mettait en exergue que la reine messager et la vaccination Pfizer allaient même dans les coucougnettes et qui empêchait aux hommes de procréer. Et ce rapport a été enlevé, détruit. Moi, je l'avais imprimé et il fait 450 pages. Donc, pour vous dire que le complotisme peut être vu aussi de l'autre manière. Parce que si eux ils veulent poursuivre avec la vaccination, en dehors des vaccinations légales, celles pour les enfants dont j'espère qu'on en discutera un jour, ils sont obligés de reconstituer. Et là, ils vont dire, vous voyez, avec les mesures que nous avons prises, nous avons endigué l'antivirus, excuse-moi, je termine, Vas-y. qui est une infection. Quand on a, excusez-moi, les urines dans les rivières en Corse, c'est d'un antivirus. Mais seulement c'est de l'antivirus dilué, parce qu'effectivement, celui qui est monté en Europe, etc., est un antivirus qui a perdu de sa puissance. Et il y en a un seul, comme par hasard le plus mortel, c'est celui qui est d'Argentine, et c'est pour cette raison que t'as les cons qui vont dire, mais autre chose. Et vas-y, 5 secondes. Je termine. L'État lui-même, qui l'écrit vous prenez la reste, moi, je fais que de l'officiel, hein. Il écrit noir sur blanc que la transmission ne se fait pas par en discutant. Ouais. Il faut qu'il y ait des excréments, il y ait des choses en tout fort. C'est ce qu'il disait le professeur. Mais bien sûr, donc c'est pour cette raison qu'elle a aussi tous les scaphandrés et toutes ces conneries-là. Ça fait partie d'une mise en scène où il faut faire croire qu'il y a peut-être le risque d'une épidémie. Mais c'est édifiant. Merci à toi, cher Carlo. C'est édifiant ce que vient de dire Carlo. Ah oui, c'est édifiant, c'est peut-être une opération d'enfumage, un mensonge dans le mensonge pour essayer de réhabiliter le vaccin, de réhabiliter la vaccination et le rôle de l'État, protecteur. Parce que du fait qu'aujourd'hui nous avons remis en cause tout ça à travers tout ce qui se passe, et on a vu, et on le sait, aujourd'hui la question, je rappellerai tout simplement que contrairement à ce qui était raconté, le nombre de personnes vaccinées, sans compter les faux vaccins et tout le reste, c'est autour de 30% en France. C'est un niveau, ce n'est pas 10%, 15%. Ce sont 30% de personnes qui n'ont pas fait. Et aujourd'hui, vous demandez aux gens qui ont fait la vaccination. J'ai rencontré une personne aujourd'hui qui m'a dit, vacciné 2 fois, j'ai eu le Covid 8 fois.
Je vous On a- jure. on a Je le cas demande, de- je demande de la tester. On a le C'est cas de notre merveilleux. ami Machin, bon, la femme Oui. de Marc, etc. etc. Michel Russo, c'est sa fille. Les associations de victimes, elles sont assez nombreuses. Oui, mais le problème qui se pose, excusez-moi, c'est qu'on a ces associations de victimes et ces collectifs. Le problème, c'est que nous avons Marc Doyer qui se bat pour Morissette. Oui. Nous avons quelqu'un qui fait sa procédure individuelle contre la machine de guerre. Moi, j'ai été dans une procédure avec les avocats de Pfizer. C'est une armada. Oui. Ils sont puissants. Ils peuvent jouer, ils ont tout l'argent pour payer tous les avocats les plus puissants de France. Alors que quand tu prends un Marc Doyer seul pour Morissette, mais les collectifs. Je prends le collectif Ouais Mon Cycle que j'avais invité, etc., où il y a 500 ou 600 femmes qui sont inscrites dans ce collectif, qui ont eu des règlements menstruels, qui ont eu vraiment mais des choses gravissimes, des pertes. Ils sont où les actions? Aucune action n'était entreprise. Ah bon? Non, aucune action. Aujourd'hui, il n'existe pas. Moi, en dehors un peu de mon rôle, j'ai voulu mettre en place une action. J'ai eu 50 dossiers. À la fin, il y a 5 dossiers. J'ai dit non, je ne ferai pas. C'est déjà quelque chose que je voulais faire. Aller voir les collectifs, mais les collectifs ne font pas d'action. Je dis, moi, je ne fais pas une action pour 5 personnes. Parce que pour 5 personnes, je suis ridicule. Si vous voulez que les choses soient faites d'une manière convenable, il faut qu'il y ait des centaines de personnes qui ont eu des effets secondaires du plus petit au plus grave, qui se réunissent. Mais ces collectifs, je ne sais pas à quoi ils jouent, je ne sais pas si pour faire leur petite sous-soupe, récolter de l'argent et ensuite faire des dîners ou faire des réunions psychiatriques ou psychologiques, mais pas d'action. Et si vous ne faites pas d'action, on n'aura pas. Et Des Margot... actions individuelles. Il y a des- Mais des actions individuelles, oui, mais les Qu'est-ce actions qu'elles- individuelles qu'est-ce qu'elles n'aboutiront ont fait comme pas. action N'aboutiront pas. Il y en a qui portent plainte, il y en a qui ont pris un mais avocat. Oui, mais est-ce que c'est au nom du collectif ou pas? Non, c'est pas collectif. C'est Il n'y a collectif. pas d'action Mais collective. comment ça se fait? Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'action collective? Parce que moi, je connais Où est mon cycle. C'est possible. Moi, je les connais, m'ont l'air sérieuses. Donc, je comprends pas. J'apprends que C'est justement, il n'y avait pas d'action. incompréhensible. Il n'y a pas d'action qui a été entreprise. Mais comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer. En réalité, il y a 3 choses, selon moi, qui sont extrêmement importantes. Là aussi, nous avons un morcellement monstrueux. Parce que d'abord, on a des effets... Le but, secondaires. c'est pas de critiquer les Où est mon cycle, Pas du etc., tout, je ne critique pas. qui ont fait Non. quand même leur travail. Mais je l'ai invité, mais moi je dis, je ne parle pas de cœur au brisé en tant qu'avocat, je parle d'un spectateur qui dit, moi je ne D'accord. traite pas, moi je me suis battu pour que les gens ne se vaccinent pas. Mais donc, où les effets secondaires, et beaucoup d'adhérents sont dévaccinés dans Réaction 19. Mais mon rôle, c'est pas d'aller faire des procès en tant qu'avocat, oui. Mais aujourd'hui, aller en tant qu'avocat pour 5 personnes, quand on dit qu'il y a des milliers, quand tu prends Alexandre Yoncode, dans son livre, elle parle de 122 000 cas. Mais beaucoup ont fait leur demande d'indemnisation qui n'aboutit pas. Hein, l'ONIAM, n'oublions que c'est une machine à détruire et pas une machine à répandre. Donc tout est comme ça. Mais alors, mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce retour-là de cette fameuse pandémie. Pourquoi est-ce que le système prépare quelque chose? Vous, d'abord à toi et après... Moi, je suis assez d'accord avec Carlo. Ça peut être une machine pour blanchir ce qui s'est passé pendant le Covid et pour essayer de Tous les ratés. réinstaurer absolument une de faire confiance. oublier tout ça, peut-être? Faire oublier tout ça. Donc là, ça passe par la première étape de la peur, voilà, avec les mêmes acteurs. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, était membre du conseil scientifique, entre guillemets, du Covid. J'ai vu récemment sur France Inter le professeur Arnaud Fontanet, qui est rhumatologue, formé à l'épidémiologie, et qui effectivement a comparé ce vaccin, pardon, le lapsus, ce virus, soi-disant virus, à Ebola, sachant qu'Ebola, c'est un taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès sur le nombre de personnes infectées, c'est un taux de létalité proche de 90%, enfin c'est très élevé, et il n'y a aucune preuve, ils avancent des choses sans faire la moindre preuve, et effectivement, on peut se demander pourquoi cette opération D'après bis toi. repetita. Mais je trouve que la piste de Carlo est intéressante, parce qu'effectivement, récemment, ils ont annoncé une baisse de confiance en la vaccination de la France, des Français, et je pense que ça leur pose un problème à la fois économique, voire plus qu'économique. Voilà, je pense que ça peut être ça, effectivement. Et un ballon sonde pour voir jusqu'où les populations seront prêtes à se soumettre à des mesures, à un argent peut-être... un argent numérique, à un crédit social européen, etc. C'est un ballon sonde, c'est un baromètre. Merci à toi. Cher Charbel, moi on a l'impression que dorénavant tout est séquencé. La guerre, la séquence de la guerre, séquence, je sais pas moi, carburant,
séquence, insécurité, émeute, j'en sais rien, ou budget. Et là, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans quelque chose de nouveau, nouvelle séquence encore. D'après toi, c'est quoi? Parce que comme le dit Stéphanie, il lance des ballons sondes. Alors moi, je vais pas parler de ballon sonde, je vais parler d'autre chose. Moi, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur. Vas-y. Tu es dans un pays qui compte 15,4% de sa population en dessous du seuil de pauvreté. Tu es dans un pays où les gilets jaunes ont démarré pour 1,40, 1,50 le litre de gasoil. Aujourd'hui, on est à entre 2 et 3 euros, allez, en moyenne. Tu es dans un pays où tu as un président de la République qui a une popularité qui est en dessous de ras des pâquerettes. Et quand la maison brûle chez lui, il trouve le moyen toujours d'être en visite à l'étranger. Tu es dans un pays où la plupart des gens, aujourd'hui, de la classe moyenne, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà chez eux la fin du mois. On est dans un pays qui a, en fait, si tu veux, un système, une société qui a un magma sous les pieds, là. Qui a un magma sous les pieds. Et il y a 2027 qui approche. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les affaires judiciaires commencent à sortir pour 2027. On nous a sorti Jordan Bardella, on essaye un petit peu de titiller peut-être l'affaire que Mélenchon avec l'histoire des assistants parlementaires, je ne sais pas, ça va peut-être ressortir. On nous a sorti une espèce de vieille affaire pourrie, là, Édouard Philippe, pour montrer qu'il est injusticiable comme les autres, en se foutant bien de notre gueule. Et à côté de ça, si tu veux, le pouvoir aujourd'hui, je pense qu'il est en perte de vitesse. Alors il y a peut-être aussi pour crédibiliser leur gestion de la crise du Covid, mais moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que à Hormuz, là, ça continue et ça va de pire en pire. Je ne sais pas si les gens ils sont au courant, mais BFM n'en parle pas beaucoup. Dis-nous. Mais c'est en train de péter entre les Américains et les Iraniens. Il y a eu des bombardements il y a 2 jours. Enfin, la guerre continue. Et là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Trump exige une capitulation de l'Iran. Il a même dit tout à l'heure, quand j'étais en bagnole, j'ai reçu l'alerte, mais bien sûr sur les médias arabes, pas sur les médias français, parce que faut parler d'antivirus. Donc on nous explique que Trump, il sait et il exige et il sait que l'Iran va capituler. L'Iran, il est hors de question de capituler. Hier, un des porte-parole de la sécurité nationale en Iran, il a expliqué que maintenant la blague était terminée et que de toute façon, au moindre navire iranien qui sera bombardé ou sur lequel on va tirer, donc ça va répliquer contre les navires et les bases américaines. Donc tout ça, ça continue. Tout ça, ça continue. Et aussi, l'Iran a menacé la France et a menacé l'Angleterre. L'Iran a menacé la France. Regardez, tiens, il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, je ne sais plus qui m'a dit, oui, Macron réagit bien sur l'Iran, il refuse d'aller. Non, rien du tout. J'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit que quelqu'un m'avait dit ça. Et il refuse d'aller en Iran, d'envoyer le Charles de Gaulle, machin. Résultat, il va le faire. Et dès que l'Iran a menacé Paris, Macron a expliqué. Ah mais attendez, moi j'ai rien fait. J'ai juste passé le détroit de Bab el-Mandeb. Je suis juste dans le golfe d'Aden en fait. Tu vois, non, mais vous inquiétez pas, madame, monsieur, Iran, ne me tapez surtout pas dessus, parce que j'ai que le Charles de Gaulle et j'ai mes militaires, et vu que ma popularité ira des pâquerettes, je vais me faire déglinguer chez moi. Donc quand je vous dis tout ça, c'est pas pour reparler de l'Iran. Vas-y. Mais quoi de mieux que de vous balancer cette histoire, du moins, je dis pas qu'elle est pas vraie. Oui, mais ça c'est mondial, ça c'est pas que français. Non, je te parle de ce qui se passe en France, du narratif français, je parle pas mondial. Pour toi c'est diversion. Quoi de mieux que d'amplifier, je veux pas dire balancer, mais amplifier ce système pour détourner l'attention. Mais c'est toujours comme ça avec la Macronie, ça fait 9 ans qu'on les pratique. À chaque crise, eh bien, ils s'en servent, ils la déforment, ils l'amplifient pour justement cacher leur échec. Et à chaque fois, je termine, ils ont le don de faire passer un échec pour un succès, et ils balancent tous les toutous médiatiques mainstream pour le faire gober à la population. Merci à toi. On va passer à cette seconde partie d'émission et on va voir ce que nous pense après notre complotiste national au bon tweet, s'il est d'accord avec ce qui vient de se dire. Mais avant ça, les petites annonces. J'ai des choses à dire. Merci à vous d'être aussi nombreux encore ce soir, 4600 personnes en direct. Merci beaucoup de votre confiance. On va redonner la parole à notre ami au bon tweet. Il va des réponses à faire, hein, des réponses complotistes comme on les aime. Hein.
Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Ils sont dans le dernier article en exclu de Pierre Hillard. Cliquez sur le lien ci-dessous si vous voulez pouvoir le lire. 7 jours d'essai gratuit. Vous recevrez en plus la carte Gold, la carte qui vous permettra d'être membre de la famille Géopolitique Profonde avec invitation, formation, information et réduction. Vous aurez droit à tout cela en tant que membre de la famille. Générique, la boutique est ouverte, allez-y à fond. Qu'est-ce que tu en penses là de ce qu'a dit notre ami Charbel, de ce qu'ont dit tous nos amis justement? Tiens, déjà, toi qui as le biais là. Ce que je voudrais dire, c'est je crois que j'ai trouvé mon avocat, parce que merci pour tout ce que tu viens de dire, Carlo, parce que vu que je n'ai pas l'intention d'obéir à la moindre injonction coercitive qu'on va nous sortir dans les jours qui viennent, je risque d'avoir des petits ennuis. Donc si tu veux bien me défendre... Avec un immense plaisir. Eh ben, merci infiniment, mon cher Carlo. Il n'y aura pas un complotiste, il y en aura 2. Et alors, et à côté de ça, moi, je trouve cette séquence très intéressante parce que elle intervient à un moment où aux États-Unis, par exemple, on a un Kennedy qui vient de supprimer la vaccination obligatoire pour les enfants. Il vient de supprimer la vaccination obligatoire pour les militaires. Etc., etc. Donc, j'attends avec impatience de voir ce qui va se passer parce que j'ai l'impression que cette pandémie, elle va pas être mondiale et je la vois bien, moi, plutôt limitée à l'Europe. Donc, on va voir ce qui va se passer. Pourquoi limiter à l'Europe? Mais je sais pas, parce que moi j'ai l'impression, effectivement, t'as les États-Unis qui sont en train de sortir de l'OMS. Moi j'ai un peu peur, justement, que le gouvernement français se réfugie derrière, se défausse derrière l'OMS en disant, ah ben non, nous on aurait bien aimé pas vous confiner, etc. Mais l'OMS en a décidé ainsi, donc c'est quand même eux l'autorité de référence, etc. Mais je pense que à partir du moment où, à mon sens, les États-Unis ne vont pas participer à cette mascarade, la mayonnaise va moins prendre que pour le Covid. Et comme je suis un complotiste, je terminerai sur une note complotiste. Est-ce qu'on serait pas en train de sortir ce truc-là pour occuper l'esprit des gens en prévision de certaines révélations qui pourraient sortir? Lesquelles, par exemple? Mais je ne sais pas, moi. Pour en revenir à ce qui se passe en Iran, moi, il y a un tweet de Trump qui me fait beaucoup réfléchir depuis un moment, qui est de suivre la poussière d'uranium. Et j'ai l'impression que ça pourrait mettre en cause les Obama et compagnie. Donc voilà. Donc est-ce que nous avons affaire à un truc pour détourner l'attention des gens? L'avenir va nous le dire, mais l'avenir proche. Voilà. Merci à toi. Quand même, mine de rien, la crise sanitaire qu'on a connue a démontré que dorénavant, tout ce qui est santé a été transféré à l'OMS. Parce que là, c'est l'OMS qui a le lead pour le coup sur. C'est ça le problème. Alors, cher Carlo. L'OMS ne peut pas donner des injonctions. Parce que ce n'est pas une autorité, disons, étatique, avec un traité, même si le RSI, tout ça, il n'y a pas cette possibilité. L'OMS ne peut que donner que des conseils, et après le fait d'avoir signé le nouveau règlement, d'avoir porté des modifications sur le 2005, qui est existant, parce que quand les gens ont découvert l'OMS et le traitement de l'épidémie, était déjà, en 2005, on a déjà tout fait, après on a amélioré, on a tenté de recentrer les choses. Mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Charbel. Je crois que nous ne sommes absolument pas en dyslexie, bien au contraire. Le discours que nous faisons est univoque. Pourquoi? Premier point, la santé, pour 89% des Français, la santé est la chose la plus importante. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que on a vu que la lignée 11 du préambule de la Constitution de 1946, qui est un alinéa, je rappelle qu'il n'existe pas dans la Convention, dans la Déclaration des droits de l'homme, il n'existe pas un principe de droit à la santé. C'est la ligne 11 dans laquelle il y a la santé et les loisirs. Je vous rappelle que la ligne 11 du préambule de la Constitution 46 parle santé et loisirs. C'est quand même extraordinaire. Donc, pour être en santé, il faut avoir des loisirs. Donc, les Français, ils ont quand même pas mal de loisirs, pas mal de ponts. Donc, ils sont en bonne santé. La Constitution de quelle année, tu dis? C'est le préambule de la Constitution de 1946. 46. Parce qu'avant 58, c'est la Constitution de 1946 qui a duré peu de temps, qui a été faite après, naturellement, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, et poussée par la gauche. C'était avec un préambule qui renvoie
qui renvoie. Donc c'est 46. Et ça, c'est un point très important parce que du fait qu'on a créé un bloc de constitutionnalité, les principes que utilise le Conseil constitutionnel pour donner raison et pour faire la loi, ce n'est pas simplement la Constitution de 1958, mais c'est la Constitution de 1958, le préambule de la Constitution, qui renvoie au préambule de 46, qui renvoie aux principes fondamentaux, maintenant c'est les principes environnementaux aussi, mais ensuite, à la fin, à la déclaration. Ça s'appelle le bloc de constitutionnalité. Et n'est pas la Constitution, parce que la Constitution, en tant que telle en France, est une Constitution technique qui ne contient pas des droits explicites, comme la Constitution italienne, où les droits sociaux sont dans la Constitution. Deuxième point, la santé étant prioritaire, en l'état actuel des choses, du fait qu'effectivement, il y a ce cas de hantavirus, l'exploiter pour redonner la confiance, c'est un premier point, mais aussi pour étouffer le reste. C'est une évidence. Si on peut prendre, on dit en italien, plusieurs pigeons avec une fève, mais je vais exploiter l'occasion. Je vous rappelle tout simplement que le prix du baril du pétrole, le Brent, et même l'autre qui est un peu plus gras, il n'est pas aussi haut que nous avons eu lors de la guerre en Ukraine. Donc en réalité, les prix de l'essence d'aujourd'hui, il n'a pas dépassé, parce que Total en plus a fait une opération de blocage du prix, le prix n'est pas le plus élevé qu'on ait connu dans l'histoire. Donc nous sommes en train de vivre une crise certainement économique, financière, etc., globale. Et aujourd'hui, l'utilisation de la santé comme un moyen pour venir faire une coupure transversale et éviter d'emmerder le cornu sur des mesures fiscalotes qui ne servent à rien et il n'y a plus d'argent dans les... Et d'ailleurs, et je terminerai sur un troisième point, une des choses qui ne permettra pas de mettre en œuvre le processus Covid, c'est qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ouais. Et ils ne pourront pas le fabriquer. Parce que la situation actuelle ne pourrait plus. Pourquoi l'essence est aussi chère? Tu as bien raison. Et plus cher qu'en 2022, parce que l'euro s'est cassé la gueule. Et donc, du coup, on achète l'essence beaucoup plus cher. Mais en réalité, les taxes sont toujours les mêmes qu'il y a 5 ans. Il y a une modification structurelle qui a été faite de la TIPP à la nouvelle. En réalité, nous avons des taxes qui ne sont pas nécessairement le subside de la TIPP. C'est la fameuse taxe environnementale qui est payée et qui est très lourde. C'est quasiment 18 centimes le litre, et qui est versé, qui est récupéré par tous les distributeurs, mais qui n'est pas reversé à l'État. C'est qu'en réalité, c'est une somme qu'on pourrait suspendre, on ne le fait pas. En Italie, par exemple, ils sont intervenus sur les accises. Ça a été un des points pour permettre un allègement, encore que même le prix est très élevé. Moyennement, en Italie, par exemple, avant même la guerre, le prix de l'essence et du gasoil est plus élevé qu'en France. Et c'est parce que l'Italie est beaucoup moins riche de raffineries, beaucoup moins riche de production, comme une société comme Total, qui n'est plus une société française. Hein. Dis-moi, chère Stéphanie, comment vont réagir les Français? Est-ce que les Français vont se faire berner à nouveau ou pas, d'après toi? Parce que j'imagine que parmi tes proches, il n'y a pas que des gens qui pensent comme toi. Mm-hmm. Est-ce que ceux qui sont, comme le dit notre ami au bon tweet, des normies, parce que j'imagine que tu en côtoies, qu'est-ce qu'ils te disent? Alors pour l'instant, je suis plutôt rassurée parce que je ne les vois pas s'affoler, je ne les vois pas ressortir le gel hydroalcoolique, je ne les vois pas sortir de masque. Donc je reste confiante. C'est trop tôt parce que la pression déjà par la contrainte n'est pas encore là. Donc je reste confiante. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis curieuse de savoir. C'est une transition pour le micro. Non, parce que je voulais poser cette question parce que évidemment, il y a la contrainte, etc. Puis là, on est seulement à des débuts. Hein. C'est ça. C'est une forme d'introduction, si je puis dire. Exactement. Mais est-ce que déjà dans cette introduction, tu sens quand même qu'il y a des gens qui commencent à en parler un peu, en disant « Ah, ben tiens, il y a ça Alors, pour ma part, je n'ai rien entendu d'inquiétant. Je dois vous le dire. Après, je ne suis qu'un petit baromètre parmi d'autres, mais je ne suis pas dit « Ouh là là, attention, ça commence à prendre ». Mais j'espère que personne ici, autour de la table, n'a entendu de choses inquiétantes. Non plus, non. Autour de lui. Non, j'ai pas entendu des choses inquiétantes. Bien au contraire, j'entends déjà comme tout à l'heure, ce professeur, mais il n'y a pas que lui, il y a le professeur. Mais est-ce que les gens ont gardé encore en mémoire cette période ou est-ce qu'ils l'ont effacée? Ça, c'est une question que je me pose. Tu sais, moi, quand je suis assis dans un bistrot et que j'entends des gens, je vais pas donner la tranche d'âge, mais
qui discutent, vivement qu'on puisse aller, qui mettent en place la dose numéro je sais pas combien, pour qu'on puisse aller faire la vaccination Covid. Je me dis qu'il y a une certaine catégorie de la population qui a rien compris au film toujours, tu vois, et puis que si jamais tu commences à ouvrir ta bouche, on te dit, moi l'autre jour il y a un gars qui me dit, j'étais en train de discuter, on essayait de parler un petit peu politique, on était au bistrot en train de boire un café, et le mec il me dit, il a eu le malheur de me sortir. Il t'a dit, je vais voter Gabriel Attal. Et il m'a dit, c'est un peu le genre. Il m'a dit, il m'a dit nos élites. Je dis pardon. Je dis qu'est-ce que ça veut dire ça, nos élites? Il était incapable d'expliquer. Donc tu vois, regarde le truc, quoi. Tu vois, c'est pas des gens. Ça veut pas dire que les gens sont bêtes. C'est-à-dire que les gens ils sont totalement déconnectés, tout ça. Et puis il y en a une grande partie qui iront vers ce que leur dira BFM TV. C'est tout. Mais moi, nous, je pense qu'ils suivront. Nous, on doit continuer à nous battre. Ah bah nous on continuera, Parce que- mais alors, il parle de la population, il parle pas de nous. Justement, moi j'allais rebondir là-dessus. Donc ils sont en train de lancer un narratif qui ressemble pour l'instant comme un frère jumeau à Il est celui prudent. de 2020. Il est prudent, hein. Ouais. Il le fera avec prudence. Mais je pense que nous, on doit saisir cette occasion-là pour changer notre discours. C'est-à-dire que C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? on a vu pendant 2020 que les discours sérieux, en fait, on résiste pas au rouleau compresseur médiatique. Enfin voilà, ils ont des moyens que nous on n'a pas, etc. Et là, sur ce coup-là, je pense que opposition, discours catastrophiste, discours sérieux, ça va pas le faire. Enfin, ça le fera pas plus qu'en 2020. Moi, je pense qu'il faut vraiment se foutre de leur gueule. C'est-à-dire, On a qu'est-ce que assez tu de ferais, recul, toi? on a Qu'est-ce que assez tu as de- commencé à faire sur ton tweet? Regarde le truc que je t'ai envoyé là, Ouais. tout à l'heure, où on voit un mec qui est en train de pleurnicher sur le hantavirus, et on a le même qui était mourant pour le Covid, voilà, la même photo, le même mec, etc. Donc soit le mec a vraiment pas de bol, soit on se fout de notre gueule. Du coup, Non, mais je pense qu'on se fout de gueule. Ouais. Ah oui, Voilà. numéro 2. C'est le numéro 2, moi. Donc bref, moi je pense que maintenant faut les tourner en dérision et dégommer leur discours. Tu vois, on a assez de recul, on a assez d'exemples. Le café assis, le café debout, le masque Attention, ils ont des obligatoire, outils le juridiques masque, maintenant, le par rapport à masque. 2020. Ouais, Qu'est-ce que Non, t'en mais le penses, PSA, Stéphanie? Justement, qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce que Il faut en rire. L'humour est une arme redoutable, hein, effectivement. De toute façon, on a par exemple, toi, tu as tes capsules un oui, peu je comme celle continue de mes Laurent. capsules. Oui, je pense que je vais faire Parle-nous-en, tiens un peu. les films libres. D'ailleurs, je vais tourner Les Castors bientôt. D'accord. Les Castors qui Tu vas peut-être, j'imagine, parler de cette hantavirus. Ah oui, je aussi. vais en parler parce que là, je peux pas. Donc voilà, passer à est-ce qu'il travers. faut peut-être, voilà, par le biais de voilà, parce que en fait, ils veulent nous imposer quelque chose. Mm. Voilà, un narratif. Tout à fait. Et très bien, on en a parlé des constats, ok. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour bloquer ce narratif? Et bien effectivement, faire de l'humour autour, en parler autour de soi, sans être agressif, effectivement, parce qu'on a remarqué que ça ne marchait pas tellement, l'agressivité, le frontal. Et peut-être poser des questions par rapport à ce qui a été vécu dans le passé autour du Covid, de ce qui n'a pas marché, ce qui a été un peu contraignant, voire très. Et puis, je sais pas, oui, poser des questions. Je pense que c'est le seul remède, finalement, amener l'autre à douter et à se poser des questions. Je vois pas de meilleure solution. Mais il y a encore des gens parmi vous, parmi vos amis, vos proches, qui vous reparlent encore de cette époque-là, de 2020. Moi, tous ceux que je connais Non. qui ont été vaccinés, ils veulent plus le faire. Hein, donc, ça, c'est Et clair. ils veulent plus en parler. Ils veulent plus entendre. Ouais, Mais, ouais. Mais clair. tu vois, on parlait tout à l'heure là de Claude Maluret, donc moi, je le déteste évidemment, mais faut lui reconnaître, le mec a un vrai talent, il sait écrire, voilà. Et j'ai un de mes potes qui est un normie en chef. Moi, c'est mon maître étalon pour prendre le pouls de ce que pense la population française. Et le mec trouve que Maluret est quelqu'un d'exceptionnel. Et Maluret, c'est vrai qu'il utilise pas mal l'humour pour faire passer ses messages. c'est son humour à lui. Hein. Non, d'accord, mais le truc marche en tout cas et ça percute auprès des gens. Est-ce que Et moi, ton ami Normie peut se faire à c'est nouveau avoir? un normie de ah bah oui, mais d'ailleurs je lui ai envoyé un texto pour lui demander s'il allait se faire vacciner contre Il a dit oui. hantavirus. Il m'a dit tu me fais beaucoup de peine. Voilà, donc Ça l'a vexé. je te jure que c'est Cher Carlo. Je suis absolument d'accord sur le fait que le discours sérieux et surtout médical, fait par des personnes qui ne sont pas des médecins, est une guerre perdue.
avec les médecins. Parce que la manière la plus simple de dénigrer quelqu'un, c'est dire t'es pas médecin, t'es pas pharmacologue, et c'est ça qui est le point. Quand on prend dans l'histoire, et surtout le côté pamphlétaire français, qui est vraiment français, et ça c'est important, parce qu'il faut que GPTV reste aussi un peu pamphlétaire, comme nous le sommes un peu aussi avec la diarrhée, en rappelant que c'est quand même elle qui est la plus grosse épidémie actuellement en France. C'est pour ça que le cacamou demande des couches et des couches de qualité. Et là aussi, est-ce que nous avons des couches de qualité pour lutter contre le cacamou, qui reste la plus grande, 40 cas sur 100 000 habitants, plus que le Covid, etc. Mais pour terminer, Michel de Guilderode, dans l'école de Buffon, dit que l'ironie est source riche de divertissement. Et Molière, il était ami à la cour de roi, mais les pièces de théâtre de Molière, c'était l'ironie du monde, de la monarchie existante, de la bourgeoisie de l'époque. Et c'est avec ça que le cocotier a été secoué, mais il ne pouvait pas faire autrement. Donc nous aussi, alors là je suis d'accord, c'est pour ça que j'adore tes tweets et j'adore toute l'ironie que tu peux mettre dedans, c'est un moyen de faire réveiller, parce que il n'y a rien de plus fort que toucher quelqu'un par le biais de l'humour. Mais après, nous devons être des techniciens. Parce que le droit, et je le dis pas parce que je suis juriste, si Réaction 19 a vécu et continue à vivre, c'est parce que des gens n'ont pas quitté Réaction 19 et qui continuent à comprendre que sans le droit. Et quand je vous donne l'exemple du décret, quand tu parlais des masques, mais il suffisait à l'époque que tu ne suivais pas mes vidéos, c'est bien dommage, parce que il n'y avait pas. Je ne l'ai plus mis, je ne l'ai plus mis. Non mais il n'y avait pas à avoir des PV. On les a fait tous sauter, ce qu'on a fait, on a mis les formules, les restent sont toujours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de disposition dans le décret qui disait qu'il fallait porter le masque. Et donc, moi, je l'avais mis en exergue. Non, mais tu pouvais l'avoir. Je disais, vous avez le masque ? Oui, je l'ai. T'as ton permis ? Oui, voilà mon permis. Mais tu ne le mets pas ? Non. Parce que tu dois le mettre. Et il est où le texte ? Quand tu demandes à quelqu'un qui veut te faire un tu veux donner-moi le texte. C'est pas le code NIF-NIF ou NIF-NAF. C'est le texte pour dire, tu écopes. Alors ils étaient emmerdés, mais il y a la photo. Je dis, mais la photo, c'est de l'iconographie. C'est pas un texte de base, c'est pas un texte réglementaire qui dit que je dois mettre le masque sur les oreilles. Alors, le masque, je le mets où je veux. Où je veux, l'important, je l'ai. Voilà. Et c'est pour ça que, quand je prends le décret, et je ferai l'article demain, qui sera sur le site par rapport à l'arrêté, ils ont couru pour faire ce décret dans la nuit, pour remplacer l'arrêté qui est un arrêté de panique. Et il faut savoir lire. C'est pour cette raison que je dis que le droit, moi je ne me suis jamais érigé, je n'ai jamais dit aux gens ne vaccinez pas. J'ai dit simplement que par rapport au syllogisme que je faisais, ce n'était pas un vaccin. Pas parce que j'analysais médicalement, parce qu'il y avait une définition de vaccin, et notamment en mettant en exergue qu'il n'y avait rien qui avait été examiné sur la question de la transmissibilité. Moi, je ne peux pas évaluer. Mais ce qui est intéressant, ce que dit Carlo, cher Charbel, c'est qu'en fait, souvent les gens me disent « Ah oui, mais le système, il a 10 coups, 100 coups d'avance, je ne sais pas. » Et en réalité, Charbel nous explique que le système... Ils sont pas si, oui, Carlo, pardon. Que le système ne sont pas si bons que ça, en fait. Qu'ils sont même assez nuls, en fait. Alors, peut-être qu'ils sont nuls, peut-être. Alors, ça, c'est la partie de Carlo. Moi, mais c'est quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Mais moi, il y a un autre truc sur lequel je veux alerter, c'est parce que tu parlais tout à l'heure que qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, l'humour, tout ça, machin. Il faut quand même se méfier d'un truc. Là, c'est pas la même période juridique qu'en 2020. Là, il y a le DSA qui est là. Le Digital Service Act, ça veut dire qu'il est tellement... Et en plus, quand on lit le DSA, c'est tellement flou, on peut mettre tout et n'importe quoi et n'importe qui dedans, que pour n'importe quoi, tu peux te retrouver avec la langue coupée. Ça veut pas dire qu'il faut se taire, il faut rien dire, bien au contraire. Moi, ce que je dis, c'est il faut le dire avec grande subtilité aujourd'hui, passer le message avec grande subtilité. Nous, en tant que communicants, je parle pas en tant que juriste, toi tu frappes avec la loi. Et d'ailleurs, non, pas avec la loi. Avec le droit. Avec le droit, oui. Parce que la loi, c'est là. Le droit, c'est un mécanisme. Non, mais c'est pas méchant. Oui, c'est un mécanisme qui te permet de lire les choses autrement. Parce que si tu penses à loin, tu prends le journaliste du Parisien, il dit voilà le décret qui est sorti, qui permet de confiner, machin, et la sanction, c'est que tu pars en tôle. C'est écrit noir sur blanc dans l'article que j'ai ici. Avec le droit, mais nous, en tant que communicants, nous, c'est pas notre métier, et on doit faire attention vraiment à ce qu'on raconte. Moi, j'ai eu un compte TikTok à 302 000 abonnés. Qui t'ont sauté ? Qui était sur le coup de sauter, mais à une infraction. Mais banni, carrément. Là, ça fait 3-4 semaines que je publie rien dessus. Enfin, 3 semaines, je crois que je publie rien dessus. Le temps de laisser passer Pourquoi ? J'en sais rien.
Et en fait, quand tu retrouves les vidéos donc, que tu as mis sur TikTok, que tu mets partout, parce que moi, mes vidéos, je fais pas une vidéo pour là, une vidéo pour là, eh bien, tu te retrouves que sur certaines plateformes, notamment américaines, comme YouTube, Facebook, ça va. J'ai même pas un seul avertissement, je touche du bois. Mais sur TikTok, ça va pas. Pourquoi? Et quand tu creuses, quand tu vois qui a le contrôle sur donne TikTok, l'info, et c'est la Macronie qui a le contrôle de Vas-y, TikTok. vas-y. Ils ont le contrôle de TikTok. Mais oui, mais par quoi? Parce que moi, l'info, je la connais, mais Moi, dis-le. je pense que c'est les signalements de masse. Non, mais c'est pas que. C'est que TikTok, en France, il y a dans le conseil d'administration Monsieur Xavier Niel. Eh oui, tu vois. Qui est Monsieur Xavier Niel? C'est président de Free, certes, mais pas que. C'est aussi le patron de Mimi Marchand, puisqu'il est propriétaire. Qui est la copine de... Voilà, il est propriétaire de Best Image. Et d'ailleurs, c'est Xavier Niel qui a présenté Mimi Marchand et Best Image à Brigitte Macron. Et c'est lui qui a récupéré Best Image Et quand oui, ça puait la merde. c'est ça. Et en plus, il est le gendre de Bernard Arnault, qui est quasiment le président bis de ce pays. Donc du coup, forcément, Ouais, TikTok donc, est plus... Ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut le faire, mais il faut le faire avec grande subtilité, parce que l'objectif numéro 1, c'est de continuer à communiquer et de démonter les narratifs. Mais moi, je vais vous dire, concernant le DSA, alors certes, ça va être très pénible, mais je pense pas qu'il soit totalement mis en place, en tout cas pour le côté... c'est-à-dire... Ça, c'est on va l'emprunter. tu parles de chat control, le scan des messageries. Non, c'est-à-dire pour se connecter avec son visage. Ah oui, voilà. L'identifiant, voilà. Parce Non, que... moi, je parle même pas de ça, je parle de la censure. Ah oui, ça c'est Je parle autre de la chose. censure, mais c'est ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que tu as bien vu que les réseaux sociaux américains, dorénavant, sont beaucoup plus light qu'ils n'ont pu l'être. Depuis l'arrivée de Trump. Depuis l'arrivée de Trump. Et je pense que tant que Trump est là, et alors c'est bien de le critiquer, mais c'est aussi bien de dire ce qu'il fait de bien, pour le coup. Et ça, c'est une réalité. C'est que tant qu'il est là, on aura une forme quand même encore de liberté d'expression. Et moi, je peux vous dire que je suis aujourd'hui plus libre sur YouTube que je ne le suis à Radio Courtoisie. Et c'est pas à cause des patrons de Radio Courtoisie, hein. C'est parce que l'ARCOM, moi j'ai été signalé au moins 4-5 fois à l'ARCOM. Hein. Mais si je peux me Pour des permettre- émissions qui sont pas, tu vois, qui sont pas très loin. Hein. Si je peux me permettre, moi je voudrais vous lire quand même un tweet là qui a été fait il y a un jour par Pavel Durov, donc le patron de Telegram. Le gouvernement français est en panique. Ils savent qu'un important changement politique en 2027 exposera leurs méfaits. Alors, ils essaient de faire taire les plateformes de liberté d'expression sous n'importe quel prétexte qu'ils pensent pouvoir faire passer. Voilà. Donc, je pense que des choses se préparent. Voilà. Mais je suis obligé de rester vague parce que j'ai aucune idée de ce qui se prépare. Mais je rejoins le côté un peu truc un peu en catastrophe. Mais moi, je vais te dire une chose. Nous, nos médias, Géopolitique Profonde, TVL, Toxin, etc., les Incorrectibles et tous les autres, on a 2 ans, Tribune Libre aussi, tu vois, on a 2 ans pour grossir, faire péter le truc et être les Joe Rogan français, si tu veux, tu vois, avec Jones et compagnie. Parce que tant que Trump est là, ça va, parce que si le DSA va sur YouTube, contre YouTube et compagnie, ça veut dire que ça va contre les intérêts américains. Et là, Trump, rappelle-toi, il avait déjà montré les dents contre ceux qui voulaient faire fermer un peu X. Ouais. Et là, du coup, voilà, on a vraiment 2 ans. Après, si c'est un genre de démocrate ou je sais pas quoi, bon, là, ça c'est autre chose. Je te dis, moi, je trouve que ce truc-là de Pavel Durov est très important. Alors, Stéphanie Carlo, vas-y. Ça marche. Alors, je voulais rajouter quelque chose à mes yeux, très important. Tu me posais la question. Donc, effectivement, une personne qui prend peur face au hantavirus, on peut effectivement faire jouer le doute, l'humour, et aussi lui montrer, justement, puisque nous ne sommes ni médecins ni scientifiques, lui montrer, par exemple, par les travaux de Pierre Chaillot et de Michel Drezen, qui sont, eux, des scientifiques, l'un biostatisticien et l'autre qui a étudié la biologie, qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Par exemple, je me suis intéressée à leurs travaux. Il a été démontré que le scorbut, il y a longtemps eu un fantasme autour du scorbut. Le patient zéro avait été trouvé sur un bateau. Là aussi, on se retrouve sur un bateau. Pendant des siècles, on a cru que c'était une maladie qui se transmettait d'homme à homme. Donc c'est l'occasion en plus d'effectivement de faire culpabiliser les gens, de dire que l'homme devient une espèce de déchet toxique responsable de la maladie qu'il transmet à l'autre. Il est donc coupable de porter la poisse. Et donc ce scorbut, au bout de quelques siècles, on a fini par comprendre, voilà, que c'était une carence en vitamine C.
Et donc, comme dit Pierre Chaillot, il dit on a longtemps eu le mythe ou l'illusion de la diffusion d'être humain à être humain. Donc, il y a quand même la connaissance, je veux dire, il n'y a pas de preuves. Il questionne, alors attention, parce que je sais qu'il est très critiqué, donc Pierre Chaillot, moi j'ai écouté ce qu'il dit, il ne dit pas que les virus n'existent pas. Et lui et Drezen questionnent la virologie et le virus comme étant seul agent pathogène ou agent pathogène tout court, en tout cas dans certaines maladies. Et donc, Chaillot a noté une parfaite corrélation entre les chutes de température en France depuis 15 ans, donc une corrélation à 90%, ce qui en biostatistique est quasiment une corrélation parfaite. Et donc, et ce nombre de décès chez des personnes âgées. Voilà, il faut savoir quand même que le Covid a tué essentiellement chez les plus de 70 ans. Et donc, Drezen et Chaillot ont remarqué que dans l'accélération des décès était à montrer du doigt les coups de froid, ce qu'ils appellent les inversions thermiques. Et donc, Drezen explique que les coups de froid empêchent les particules polluantes de monter dans l'atmosphère. Donc, vous vous retrouvez dans une espèce de chape de plomb de particules polluantes qui ont un niveau oxydatif différent. Donc, moi, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas scientifique, mais j'inviterai vraiment les personnes à aller suivre ces travaux parce qu'en plus, Drezen a écrit un livre qui s'appelle Enquête, en deux mots, Enquête de santé, et il questionne aussi la présence de mycotoxines dans nos aliments. Ce sont des toxines qui sont produites par des champignons et qui peuvent aussi être responsables de maladies. Donc en fait, les maladies, elles ont des causes multiples et on met tout sur le dos du sacro-saint virus et de la sacro-sainte contagion. Est-ce qu'il y a aussi de l'épandage, choses comme ça? Les épandages, ils en parlent régulièrement, tout à fait. Les épandages qui sont des produits dits phyto, mais qui n'ont rien de phyto, qui, dit Chaillot, sont en fait bien toxiques. Et en période d'épandage, plus de personnes sont malades. Donc en fait, la science, c'est un débat et c'est le doute. Voilà, et c'est pas les affirmations et encore moins la peur. Merci à toi. Carlo? C'est la corrélation droit à l'information, droit à l'expression et à santé. Je rappelle que les textes concernant la santé en France, ce sont des textes draconiens. Que toute position prise à l'encontre de quelque chose pris par l'État est pénalement sanctionnée en matière médicale. Que les médecins, dans le cadre de leur code de déontologie du code de la santé publique, ont l'obligation de soutenir toutes les mesures gouvernementales prises en matière de santé. Donc, à l'état actuel de choses, l'une des parties les plus verrouillées dans le cadre de l'information est la santé publique. C'est pour cette raison que on va tester, et là, c'est encore un test qui est très important pour nous, quelle sera notre capacité à communiquer et à informer et à se battre face à cette opération antivirus. Que j'attire, vous pouvez aller voir le document de l'INSERM, qui est daté je vous dis le document de l'INSERM, qui est daté du 1er mai 2026. Ce document, il est vraiment extraordinaire, magnifique, parce qu'il parle de l'antivirus d'un ton d'une simplicité monstrueuse. Je veux voir ce que l'INSERM va faire dans les prochains jours, je vais suivre, parce qu'on a vu, en matière de coronavirus, comme on a parlé en anglais, découvert en 1956 par une stagiaire portugaise qui travaillait en France, dans le cadre d'une tige d'un nez d'un enfant, c'est comme ça qu'on a découvert le coronavirus, qui après évolué, il change de nature, on n'a jamais pu créer un vaccin. Mais quand on prend l'historique et on prenait les explicatifs du coronavirus, c'était, il provoque des grippes, etc., des situations de stress respiratoire, etc., pour ensuite devenir la maladie la plus monstrueuse du siècle, et on a vu tout le narratif changer. Et je voudrais terminer sur un point qui est très important, c'est l'histoire de la zoonose. Parce que la question de la zoonose, elle est merveilleuse. Une minute, hein. Une minute. Vas-y. Quand on a dit que le pangolin, c'était Wang Xinli, dans son rapport du 2 février 2020, qui est mandaté par l'État chinois, il va dire il faut que ce soit pas du tout un labo. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les chauves-souris, qu'on trouve dans une caverne à 1100 km de Wuhan. Et on dit, ben voilà, ils ont la TGA13, et on retrouve la TGA13 à 70% dans l'examen de spectrométrie de ce virus. Or, les chauves-souris, la caverne est Wuhan, 1100 km. Une chauve-souris ne peut pas faire plus que 250-260 km pour aller à la chasse dans la nuit. Donc, aller-retour. Ça veut dire qu'aucun pangolin aurait pu être touché par la fameuse chauve-souris de la grotte de Wuhan. Et là aussi, dénicher le mensonge.
Quand je l'ai dit, les gens ont souri, ont compris. Mais trouver ce type de mensonge-là permet de casser le narratif. Parce que c'était dit d'une manière tellement technique qu'il faut y penser. Que la chauve-souris ne peut pas faire plus. Et que donc c'était une connerie monumentale. Et d'ailleurs, il a suffi d'aller regarder qu'elle avait trouvé la TGA 13 à 680 séquences. À la 685, on avait les fameuses insertions que le professeur Montagnier, qu'en 1983 fait partie de l'Institut Pasteur et qui découvre avec un autre le fameux VIH, pas le découvre. Il donne une vraie configuration scientifique, parce que la question du VIH, même antérieure 1983, en termes de connaissance de ce type de pathologie. Mais ce qui est très important, c'est qu'on part d'insertion, et on a 5 aminoacides, et on retrouve les 5 dans la séquence 685. J'ai hâte Merci de à voir toi, la vas-y. réponse de Baluret à ce que tu viens de dire. Merci à vous 4. On va passer à la troisième partie. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez halluciner. Allez, troisième partie là. Merci à vous d'être si nombreux comme tous les soirs, 5683 personnes en direct. Merci à vous de votre confiance. N'oubliez pas d'adhérer au Club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Dernier article de Pierre Hillard. Cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuits. Les néoconservateurs, une élite impériale, pareil, édition Géopolitique Profonde. En plus là, ces temps-ci, on édite. Hein. Celui-là, Claude Meunier-Berthelot, Michel Fize le mois prochain. Sylvain Ferreira qui arrive aussi, enfin vraiment on n'arrête pas d'éditer. Géopolitique Profonde va être une grosse aussi maison d'édition. Alors j'ai un extrait d'un reportage que j'ai tourné il y a 1 an de cela, où j'allais voir des gens, des normies comme tu dis, en disant voilà mais est-ce que vous avez confiance dans l'injection? Est-ce que vous referiez pareil s'il y avait une autre pandémie? Regardez, c'est édifiant. La vaccination, c'était l'essentiel. C'est évidemment que c'était ça qu'il fallait faire, qu'il faut encore faire d'ailleurs, il faut être prudent. Mais elle dit justement que ça fonctionne pas en fait. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vous dis que ça fonctionne. Je n'ai pas le même avis, c'est tout, oui. Et sur vous, ça a fonctionné? Bien sûr. D'accord. Du coup, vous vous sentez mieux aujourd'hui? Vous pensez que vous avez été protégé par l'État? Ah ben, par la vaccination, oui. Moi, j'étais plutôt à penser que le Covid, je ne sais pas si c'était fabriqué ou pas, mais je pense que les vaccins étaient quand même nécessaires. D'accord. Je pense qu'on a économisé pas mal de morts avec les médicaments la vaccination. Je suis quand même douteuse que les vaccins ne soient pas efficaces. D'accord. Ouais. Moi, personnellement, j'ai suivi toutes les recommandations de l'État. Hein, c'est-à-dire, comme tout le monde. on était confinés. Et puis, on suivait vraiment les vaccinations. On avait notre iPhone, on passait partout. Quand on allait dans les hôpitaux, on mettait notre masque, on faisait... Moi, personnellement, j'étais très, très angoissé de voir l'ampleur que ça prenait. Et si ça revenait, mais une autre maladie, hein, une autre pandémie, est-ce que vous referiez pareil? Vous referiez confiance dans l'État? Je pense que oui. Il faut si on ne fait pas confiance à l'État-providence, hein, c'est ça. Hein. Oui. On fait bien confiance à Dieu. Hein. Oui. Bon. Et l'État-providence, c'est un petit peu. Pas totalement quand même. Pas totalement, heureusement. Heureusement, chacun il a sa croyance. On est mort de rire là. Voilà, vous avez vu, l'État, c'est comme Dieu. Hein. Il faut avoir confiance dans l'État comme on a confiance en Dieu. C'est magnifique, franchement. C'est ton pote, le gars, non? Ouais, tu le connais, je pense. Mon pote, c'est lui. Hein. C'est la même chose. Mais pourquoi mets-tu systématiquement en doute la parole de l'État?
Voilà, qu'il a donc, pas de parole. mais non, alors, donc c'est dramatique. Enfin, moi, Mais attendez, j'ai eu 3 personnes. je trouve ça terrifiant. Il y a 3 personnes, enfin j'en ai eu plus. Ouais. Hein. Allez voir le reportage, j'ai eu je sais pas, une quinzaine de personnes, mais bon, j'en ai mis 3. C'est des gens que j'ai choisis au hasard. Enfin, vraiment, je les ai pris au hasard. Hein. Ils ont voulu me répondre, voilà. C'est pas des gens, parce que souvent on me dit, non mais quand même, Tu les sélectionnes. tu sélectionnes. Oui. Mais on peut pas sélectionner quelqu'un quand tu fais un micro-trottoir, parce que sinon tu passes 48 heures sur place, quoi. C'est trop long. Il faut le droit à l'image, il faut Non, la mais- signature en plus. Non, pas forcément. Mais en fait, parce que les gens, ils n'ont pas ultra envie de te parler. En plus, je dois dire que je suis de la télévision belge, parce que si je dis que je suis français, c'est mort. Il y en a certains qui voient GPTV, donc bon, ils disent qu'est-ce que c'est, machin. Donc, je marche sur des œufs. Et très sincèrement, le premier qui parle, je le prends. Parce que sinon, Je te conseille d'éviter de marcher sous les œufs actuellement, Ouais. parce qu'il n'y en a Je- pas beaucoup. C'est évite Ouais. de bousiller les C'est miennes, clair. C'est ça. que pour C'est clair. mature, sont Et ces gens-là, vous avez vu, je les ai pas. Moi, j'essaye de pas influencer les gens. Voilà, ils disent ce qu'ils veulent. Donc, t'as Eh pas ben, besoin, là. Eh ben, ils ont vraiment confiance. Vous avez vu? Ils ont eu confiance dans l'injection. Le mec, il dit en plus que l'État, c'est comme Dieu. Voilà, donc. Et des gens comme ça, il y en a. Est-ce que tu crois que ces mecs-là, ces gens-là, ils sont au courant qu'il n'y a pas eu un ordre qui a été donné pour effacer les données sur les effets secondaires de l'Union européenne? Mais il y a Ils sont au courant de ça? une Non, mais je veux dire, rien que ça déjà. Mais non, Ça mais interpelle ils personne. Ils savent pas. Il faut qu'il leur arrive quelque chose de dramatique pour qu'ils se mettent à Je réfléchir. sais même pas s'ils connaissent la Malheureusement. vigilance. Mais tu vois, moi, il y a quand même un truc que je trouve, enfin, très bizarre, c'est que tout s'organise de manière extrêmement chorégraphiée. Tu vois, c'est ce qui me fait penser d'ailleurs que toutes ces choses-là sont organisées par des hommes, parce que c'est bien connu, les hommes sont pas foutus de faire 2 choses en même temps. Et on a un enchaînement, tu vois, un incendie avec un mégot ou un court-circuit. On a une pandémie, puis on a une guerre. Puis on a le climat qui se réchauffe d'ailleurs 2 fois plus vite en Europe que partout ailleurs. C'est la roulette de Klaus Schwab. Voilà, puis on a une guerre, puis on a une pandémie, etc. Et je sais pas, dans un monde normal, tout pourrait arriver un peu en même temps. Et là, c'est très, très séquencé à chaque fois. Et moi, je trouve ça bizarre, parce que moi, je suis complotiste, mais enfin, mathématiquement, ça n'est pas possible. On a l'impression qu'on nous tient en haleine devant une espèce de scénario, exactement comme dans une série Netflix. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, cher Carlo, de ce que tu as vu, de ces témoignages de gens? Ce sont les personnes qui représentent la France, ce sont les personnes qui représentent l'Italie, ce sont les personnes qui représentent la plupart, une sorte encore de majorité dans toute l'Union européenne. Et ce travail, la chose qui est magnifique, quand on faisait nos cours de philosophie du droit, on disait que effectivement l'État marxiste et l'État hegelien, à la fin, ils se rejoignent. Et quand tu entends parler, mais c'est l'État-providence, c'est Dieu, cette déification, cette théologie de l'État, qui est voulue et construite. Donc en réalité, tu es soumis à l'État. Et pourquoi les injections sont très importantes sur le plan humain? Parce que l'injection est une soumission physique à l'ordre de l'État. Il n'y a pas d'autre soumission physique. Hein. N'oubliez pas que le fait d'aller travailler, c'est mon choix, de ne pas y aller ou de me mettre... Mais le fait de me faire injecter, ça implique une soumission, c'est un acte d'esclavage. Et ça, et c'est un acte symboliquement important, parce qu'à partir du moment que tu acceptes, que tu es sain, n'oublions pas, parce qu'encore te faire soigner quand tu es malade, c'est une chose, mais aller se faire vacciner pour prévenir quelque chose, alors qu'on ne sait pas si elle fonctionne et ça a un intérêt, ça teste vraiment un travail mental qui amène à une soumission. Et c'est à partir du moment que l'État arrive à t'imposer la vaccination et tu arrives à y aller, à te faire piquer, l'État a gagné. L'État hegelien par lequel tu n'as plus de liberté, dans lequel tu es soumis à 100%. Et ces personnes-là sont très difficiles à rattraper, chers amis. C'est très difficile à arriver. Et c'est pour ça que des chaînes, il ne faut pas avoir peur de parler, d'expliquer, de trouver. Après, il faut trouver. Quand tu parlais des subtilités, il est très difficile de parler au peuple par des subtilités. Parce que quand tu vois la telle imprégnation de ces personnes sur la croyance légitime que l'État, les élites agissent bien, c'est d'une complicité. Mais il faut trouver comme le château de cartes, la carte que tu enlèves et qui fait tout tomber. C'est clair. Quand tu vois ces témoignages, qu'est-ce que tu en penses? C'est des gens qui sont d'un certain âge, d'un certain... Ah bah non, il y avait une jeune fille... Non, mais justement, enfin, moi, il y a un truc qui me choque quand même. Quand je disais que je me suis fait bannir, quand on vivait une énorme escroquerie,
Pfizer est la société qui a été condamnée à plus de 11 milliards de dollars d'amende et de pénalités, tout confondu. On n'a pas le temps de faire le Ça a détail. coûté des transactions. Ouais. Et en 2009, elle a essuyé l'amende la plus lourde de l'histoire des industries, des laboratoires C'était une pharmaceutiques. transaction qui a été signée à hauteur de 2 milliards 400 millions de dollars, transaction qui a été signée pour éviter les sanctions pénales. C'est une Et transaction arrosé, et c'était arrosé sur un terrain de golf, donc d'après ce qu'on sait. Et ça, c'est selon NBC News, donc j'invente rien. Et donc, quand on voit tout ça, quand on sait tout ça, mais comment, avant de parler de l'État, qui lui a certainement des intérêts, qu'on a découvert derrière qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres, mais comment, enfin, je veux dire, les gens qui vont se faire injecter un truc, enfin, t'as même pas la notice, alors qu'une boîte de Doliprane, normalement, dans n'importe quelle boîte de Doliprane de merde, t'as la notice, les gens, mais ça leur vient pas à l'esprit qu'il y a quand même un loup dans la bergerie, il y a quelque chose. Et en plus de ça, négocié par une patronne de la Commission européenne qui n'est élue par personne et qui se fait condamner par la justice, a priori, à fournir les SMS. Elle dit, ah bah, on les a perdus, ça a été effacé. Et t'as encore des types qui sont sur des trottoirs qui t'expliquent, ah mais l'État-providence, vous croyez bien en Dieu? Non mais putain, mais enfin, franchement, qu'est-ce que tu... Bah, faut arrêter, sinon on va être Oui, mais vulgaire, quoi. attention, Non, mais c'est pas possible. Quand tu prends, Allô, c'est pas que possible. même le mari a un, Oui, et l'animateur. Je conseille à tout le monde de lire un livre qui est un peu ancien, mais c'est Remède mortel. Remède mortel, qui est un pavé, mais où il y a toutes les condamnations de toutes les entreprises qui sont aujourd'hui celles qui supportent les campagnes publicitaires, parce que les derniers temps, vous avez entendu à maintes reprises la vaccination, vous avez plus de 65 ans, etc. Cette campagne est promue par Pfizer. Ça veut dire que Pfizer finance les publicités. Et ne jamais oublier que Pfizer a été la grande affaire de M. Macron lorsqu'il était à Rothschild. Et oui. Je suis pas certaine, je vais jeter un petit pavé dans la mare, que cet échantillon soit représentatif de la population, parce que j'ai quand même croisé pas mal de personnes qui m'ont fait comprendre qu'on ne les y reprendra plus. Donc je pense qu'on sous-estime ici cette partie de la population qu'il est impossible d'estimer. Je ne sais pas combien de pourcents ça représente, mais ils existent. Ouais, toutefois, c'est l'espoir qu'on a. Ce qui est certain, c'est que cette fois-ci, on sera plus nombreux à résister. Oui. Mais tu vois, le truc, c'est que quand tu parles à des normies, même la logique la plus élémentaire ne résiste pas dans leur esprit au pouvoir de la propagande et du matraquage. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, il y a des trucs extrêmement simples. Donc, mon maître étalon, là, avec qui je discute régulièrement. Nous le saluons. Donc, il me dit, bah écoute, à l'époque du Covid, il me disait, bah, c'est normal que tu n'aies pas le droit d'aller au resto si tu n'es pas vacciné. Et voilà. J'ai dit, parce que tu nous mets en danger. J'ai dit, mais tu es vacciné, toi. Donc, qu'est-ce que soit ton... Et voilà, ils ne comprennent pas. Je vais vous poser une question. L'absurdité. Je vais te poser une question, Thierry. À toi, Vincent, et à Stéphanie. Non, on est... Non, parce que comme tous les deux, ils ont parlé du fait que les gens ne seront pas repris. Au bon tweet. Comme c'est eux qui ont dit. Je vois tout ça. Comme c'est eux qui ont dit qu'ils seront pas, qu'il faut avoir de l'espoir là-dessus. La place, sinon on. Je voulais vous poser une question. Si demain, pendant 3 semaines, matin, midi, soir, TF1, France Télé, radio, tout ce que vous voulez, on parle de antivirus, c'est mortel, c'est ceci, c'est cela, le masque, le truc, le machin, pendant 3 semaines, non-stop. On fait pire que l'Iran, ou comme l'Iran, tiens. Est-ce que vous pensez sincèrement que, après 3 semaines, les mêmes que vous êtes allés voir, qui vous ont dit non, je ne vais pas me faire avoir, ils vont vous dire ah non, c'est bon, je ne vais pas le faire? La question à 3 milliards de dollars. Moi, je pense que non. Moi, je pense que les gens, ils feront tenez mes bras, voilà. Et puis, si en plus, ils rajoutent, écoutez, vous aurez le pass et le machin, parce que sinon, les gens iront. Moi, j'avais un bureau au Stade de France Vaccinodrome. Je les ai vus, les gens défiler. Ouais, il y a eu du Donc, monde. voilà. Mais donc moi, je n'y crois pas une seule. Tu penses que la deuxième fois, il y aura autant de monde?
Et pourquoi il n'y aurait pas Faut voir. autant de monde? Bon, Ils ben, vont monter le niveau de la peur. Et que s'ils voient qu'il n'y a pas d'adhésion au niveau du vaccin, et ils ont commencé à te monter le niveau de la peur. 30 à 40 fois plus mortel que, Ah oui, que le Covid-19. Non, C'est ce mais que je disais tout le- à l'heure. le- Il ferait plier les récalcitrants. Enfin, Le tenter, truc, moi. le truc, c'est que moi, je considère que la France c'est vraiment le laboratoire de toutes les baises mondiales. Donc non, mais ça marche toujours ici. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà. En revanche, je pense que la nouveauté par rapport au Covid, et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est que aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que ça prenne pas. Et c'est pas comme si, enfin, les États-Unis, c'est pas comme l'Ukraine, par exemple. Tout le monde connaît quelqu'un qui vit aux États-Unis. Donc, si à un moment on voit qu'il y a un pays où il se passe rien, etc., peut-être que les gens vont se dire, tiens, peut-être que je me fais enculer. Moi, je pense que le seul truc qui peut peut-être sauver, on va dire, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Carlo, c'est que il y a plus l'argent pour faire Déjà, chômage ouais, partiel et compagnie. Il n'y a plus d'argent parce que l'état actuel des choses, il y a eu déjà des demandes de remboursement pour les gens qui ont pu accéder dans le micmac concernant les frais d'essence. Et des préfets ont dit, nous ne pouvons pas honorer votre demande, nous n'avons pas d'argent. Donc la situation, elle est vraiment catastrophique. Et ça, c'est un point. J'aurais préféré dire que la France va bien et qu'il y a d'argent en caisse, mais la situation, elle est quand même catastrophique. Est-ce qu'on peut mettre, est-ce que tu peux me mettre ce que tu m'as envoyé là, s'il te plaît, Stéphane? Les scans. Regardez les scans qui. Ah, tu peux pas? bientôt. Je voudrais. Bon, alors attendez, je vous le dis. Voilà, BFM titre Hantavirus, une Française positive, 22 cas contact. Oui. Et question d'auditeur à BFM. Doit-on reprendre les masques et appliquer les gestes barrières comme avec le coronavirus? Cela paraît tôt pour y penser, mais le schéma ressemble au coronavirus. Oui, mais alors justement, le coup de la croisière, là, les mecs, on les a laissés rentrer en avion de ligne régulière, etc., pour venir ensuite nous faire flipper sur le truc. Donc, Et deuxième, y a-t-il un risque que nous soyons confinés? confinés? Une deuxième personne pose cette question. Voilà, à la télé. La chose assez éclatante sont les publicités payées sur les grandes chaînes des compagnies de croisière. Parce que j'ai lu un article que je n'ai pas amené parce que je peux tout amener, j'aurais dû venir à l'encyclopédie. C'est ça, hein. Ils ont eu une chute des réservations de 30% à cause du fait qu'il y a une compagnie de croisière. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc quand vous voyez déjà les conséquences, même à ce niveau-là, donc plus de voyages parce que le kérosène, les avions. Et là, avec l'essence et avec maintenant le fait des croisiéristes, et c'est un bateau croisiériste quand même très important, hein. C'est un groupement, je crois, danois qui fait un voyage assez dans la terre de feu, qui va en Chili, etc. Donc c'est une très belle croisière d'un bateau qui n'est pas énorme, c'est pas MC ou Costa, mais ça démontre bien. Mais je voudrais ajouter une petite chose, chers amis, qui est une réflexion qui me saute aux yeux, mais que j'avais déjà soutenue en maintes reprises. C'est que dans notre société laïque, la peur de la mort, c'est la première des peurs. Parce qu'en réalité, quand nous étions religieux, il y avait une explication de la mort. Il y avait le paradis, ça, où c'était bien comporté, tu allais à l'enfer si tu étais mauvais, ou tu avais des vierges si tu étais d'une autre religion, ou tu avais plein de choses belles. Donc, ça dépend des religions. Mais chaque religion te donne l'opportunité de dire si tu fais des choses bien, tu rentres dans un endroit qui sera très sympathique. Moi, j'ai grandi avec la Divine Comédie, le purgatoire, le paradis et l'enfer. Donc, il y avait une vie après la mort, quoi. Mais, voilà. Non, mais alors que les laïcs, il y a pas. Mais attention, il y a quelque chose de très important dans la vaccination. J'avais tenté d'expliquer sur un plan philosophique. Parce que le fait de dire, tu prends quelque chose qui va te permettre de combattre les virus ou les bactéries, parce que n'oublions pas, ce sont les deux, hein, eh bien, ça te donne un sens d'éternité. Et au fond, à travers ça, tu oublies la mort. Donc, automatiquement, en disant, mais avec ça, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et le fait que tu puisses accéder à la vie à travers le carnet de santé ou le carnet de vaccination ou le pass sanitaire, comme l'Union européenne l'envisageait avec le fameux portail qui est le révélateur. L'idée du portail, du passage sous le portail, est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est très maçonnique. Parce que c'est le passage sous le bandeau, là c'est le passage sous le portail. L'équivalent républicain du paradis. Absolument. Donc automatiquement, à travers ça, tu vas vivre ton paradis sur Terre. On ne parle plus de mort. Tu ne risques pas de mourir. Avec ça, tu vas vivre.
Mais oui, mais ce que je suis en train de vous dire, que la question de la santé et la peur de la mort, philosophiquement Comme le dit le docteur Laurent Alexandre, tu auras la vie éternelle dans un cloud. Oui. C'est ça. Tout à fait. C'est bien ça, le Mais cloud. l'aspiration de la vie éternelle, c'est quand même celle qui anime tout. Quand tu prends Schwab dans ses écrits, c'est quand même quelqu'un qui ne fait que soutenir en permanence qu'à travers ça, on va avoir une sorte de vie de cocagne merveilleuse. Donc en réalité, la vente qui est faite de ce type d'approche est de dire, je t'ai sauvé, je m'occupe de toi, je suis l'État-providence, je t'aide de partout, et tu te laisses aller de toute façon. C'est pour ça que je dis que je trouve que nous, les complotistes, avec notre représentant légal ici à côté, qui est le chef de la présidence du conseil d'administration, eh bien, on a quand même réussi des choses exceptionnelles. Parce que quand tu as un État qu'après De Gaulle, jusqu'à De Gaulle, il y avait encore une certaine vision. Encore que De Gaulle, il ne faut pas passer que c'était le mec le plus démocratique de la Terre. C'était quand même quelqu'un qui avait des coucougnettes et qui, quand le peuple n'était plus avec lui, il s'est barré, mais jusqu'à là, il voulait commander. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas avoir une vision. Il a dit non, il a eu la décence de partir, lui. J'ai eu la force de lire une grande partie de ses mémoires, pas la totalité. C'est quand même quelqu'un qui avait une certaine rigidité. C'est quand même un militaire, qui est devenu politique, mais ça restait un militaire. Mais pour terminer, après lui, on a quand même vécu progressivement cette sorte d'énéantissement des individus à l'intérieur de la société, avec le summum qui est atteint par le travail qui a été fait avec Mitterrand et le socialisme. Merci à toi. Conclusion, tiens, cher Charb. Si tu veux que je te dise, moi, quand je vois qu'il y a eu une baisse de la vente de Corona pendant le coronavirus, la bière Corona, c'est pas des conneries. Hein. Moi, je pensais que c'était une connerie, mais je te jure que c'est vrai. A priori, c'est vrai, ouais. Il y a eu une baisse de la vente de bière Corona pendant le Après, il est remonté en flèche, quand même. Ouais, après, il est remonté en Regardez, flèche, mais bon. Après, Florian demande à BFM, merci à Technique de m'envoyer ça, devons-nous craindre une pandémie comme le Covid qui au départ n'était qu'une simple grippette? Demande ça à BFM, quoi. Mais ils vont vous dire forcément. C'est pas n'importe quel Non, mais il y a un indicateur qu'il va falloir observer dans les jours qui viennent. T'as pas les mêmes questions chez GPT. Non, Oui, mais mais il y a à BFM, ils sont quand même un peu plus nombreux. Enfin, je pense quand même ce soir en direct que Hélas, nous le que sommes. chez GPT, Alors que nous sommes 6100 en C'est vrai direct. que ça bouge. Alors le truc, c'est qu'il y a un indicateur qu'il va falloir observer dans les jours qui viennent, c'est Lequel? la vente des rouleaux de PQ. Ah oui. Et ça, c'est très très important C'est un pour paramètre. connaître le pouls. Eh de ben, la regardez population. à côté de chez vous les ventes de rouleaux de PQ. Voilà. C'est de l'indicateur spécial pandémie. C'est En clair. tout cas, merci à vous quatre. Voilà, 6124 personnes. Tiens, ton actu, cher au bon tweet. Eh ben, Toxin, demain, où De justement quoi tu vas parler je fais un petit rappel des gestes qui sauvent pour la future pandémie. J'ai pas compris, vas-y, dis. Stéphane. Dis Stéphane. Ah, une nouvelle. Ah, un PDG du complotisme. Voilà. Ah, c'est moi C'est toi. Ah, bah, T'as vu super. Ben voilà. Eh ben voilà, Il me fait ça, tu vas me faire. Ah, Et- qu'est-ce que je dois comprendre Donc demain, Toxin, les PDG gestes du qui complotisme. sauvent. Demande ça à Clémence. Tu dis, ouais, mets-moi PDG en complotisme. Et conseil d'administration de Je mon fais nouveau partie du poste. conseil d'administration. Et cher Carlo, tiens, ton actu. d'honneur. Note juridique, parce que, quoi qu'il en soit, ça répond totalement l'activité et tout frémit. J'ai jamais eu autant de bénévoles qui ont réagi depuis dimanche. Donc, ça frémit chez Réaction 19. Note juridique sur à travers ces analyses que je fais, sans entrer, sans faire de la pharmaceutique ou de la médecine. Jeudi soir, direct sur ce thème, parce qu'on est en plein dedans. Donc, voilà. Et je continue mon petit bonhomme de chemin pour défendre la liberté. Quand est-ce que tu recevras certaines décisions de justice comme celle concernant les Macron? Ben, il y en a, une plaidoirie importante, la plaidoirie du 20 mai pour Martine Vonner, devant le Conseil national de l'ordre des médecins. D'accord. L'appel, que nomme, c'est très important, on en parlera de ça. Et après, je te dirai sur d'autres décisions. Bon, très bien. Voilà. Merci à toi, cher Carlo. Stéphanie Reynaud, Tribune Libre. Alors, des capsules du coup? Capsule, les castors, donc ces animaux qui font des barrages sur les cours d'eau, donc le barrage, le Front républicain, le barrage aux chemises brunes, hein, que sont Marine Le Pen, hein, évidemment, c'est bien connu. Et il y aura certainement record de cruauté en hommage à Christelle Record, cette agricultrice qui a vu son troupeau vacciné de force avec les forces de l'ordre. Voilà, Tes 60 interviews, 000 tes euros. prochaines interviews? Oui, j'aurai Jacob Cohen, le printemps des complotistes. Ce sont des séquences dialoguées. Il a beaucoup d'humour, c'est un intellectuel franco-marocain très très facétieux. Voilà, donc je vais le recevoir. Et j'aurai aussi bientôt Maître Sanviti, Roland Sanviti. Voilà. Qu'on salue. Oui. Merci à toi, chère Stéphanie. Je vous en prie.
Ben moi, comme d'habitude, le podcast, l'épisode de cette semaine, c'était l'épisode 17. C'était sur l'Iran, de Mossadegh jusqu'à la guerre de 2026. Donc, il y a 1 heure de podcast où on repasse tout ça de A à Z. Tu parles aussi du Frexit. Je parle du Frexit. Je parle aussi dans cet épisode comment la CIA est à l'origine de tout ça. Donc, c'est hyper croustillant. D'ailleurs, tiens, lundi prochain, toi et Carlo, parce que Francis sera là pour parler justement de son... de la sortie de l'Union européenne, de son texte, de ce qu'il fait. Parce que toi, je crois que tu travailles avec Francis là-dessus. Je suis son avocat pour mettre en œuvre cette fameuse... Donc lundi prochain. Avec plaisir. Et puis moi, je reçois Régis Le Sommier, donc en interview là, donc on va l'enregistrer dans. C'est quoi ta chaîne? Actu sur Charb Officiel, et sur Charb Actu sur Facebook. Donc ça sera sur les deux, sera diffusé sur les deux. Donc on va parler du Proche-Orient puisqu'il revient du Liban là, et donc ça va être diffusé soit fin de cette semaine, soit début de semaine prochaine, parce que je fais tout seul. J'ai pas de monteur, j'ai rien du tout. Bravo à toi. Voilà. Vas-y. Dire une chose. Je voudrais simplement rappeler à tout le monde que depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une quinzaine d'épidémies. Et ça doit faire réfléchir. Depuis le 5e siècle, dans lequel nous avons connu quand même une situation sanitaire, un traitement avec... Donc c'est pour cette raison que parfois, réfléchissons comment se fait-il que là, le chose s'empire. Merci à vous quatre. Vraiment très très belle émission. 6165 personnes. N'oubliez pas d'adhérer au club géopolitique pour vous les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques. Qui sont Pierre Hillard ce mois-ci, spécial Pierre Hillard. Voilà, Iran. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. La soirée. Ah non, les podcasts. J'ai oublié les podcasts, Deezer, Spotify, etc. Mettez 5 étoiles. La soirée continue sur GPTV dès 21h30 avec les meilleurs moments de la matinale. Demain, vous retrouverez Nicolas Stocker à 7h avec Christian Combas. Campagnol sera présent, le grand Campagnol. À 12h30 aussi, Nicolas Stocker pour décrypter les nouveaux vitraux Notre-Dame. Ah oui, il va parler des vitraux, tiens, lui, il s'y connaît bien dans l'ésotérisme, etc. Quant à moi, vous me retrouverez à 19h demain avec Éric Morillo pour son dernier bouquin sur France Télé. Et puis, je continue l'annonce. Mercredi, 19h, Alain Soral face à Serge Federbusch. Le débat du siècle, c'est Mike Tyson contre George Foreman, c'est Kinshasa face à Mobutu. Voilà, vraiment, je vous invite à être là mercredi 19h. Passez une excellente soirée. À demain. Et voilà, à demain. Salut, ciao. Le piège européen pèse sur les épargnants. Si votre argent est placé en livret A et en assurance vie, quand la Cour des comptes veut faire les poches des Français, découvrez les alternatives qui existent pour diversifier votre épargne. L'Institut Géopolitique Profonde vous aide à découvrir quelles solutions existent.